Le divorce a été prononcé en silence, jusqu'à ce que le jet privé d'un milliardaire vienne la chercher. Le divorce a été prononcé à 10h08 du matin, et Claire Whitmore n'a pas pleuré. Elle se tenait devant la salle d'audience 6B, un simple dossier contre sa poitrine. Elle portait un manteau gris, des talons bas, et les mêmes boucles d'oreilles en perles que le jour de son mariage. Le couloir sentait le vieux papier, la cire à parquet et la pluie d'hiver apportée par les manteaux des autres. Autour d'elle, des inconnus chuchotaient au téléphone. Des avocats vérifiaient leurs agendas. Et un greffier fatigué appelait l'affaire suivante, comme si la fin d'une vie ne valait pas plus qu'un litige de stationnement. Pour Claire, c'était presque une bénédiction. Pas de musique, pas d'effondrement dramatique, pas de discours final. Juste la signature d'un juge, une ordonnance tamponnée, et le fait silencieux qu'elle n'était plus Madame Nathaniel Pierce. Nathaniel est sorti derrière elle avec son avocat, sa mère et son assistante. L'assistante était le problème, même si Nathaniel avait passé 8 mois à insister sur le contraire. Vanessa Lane se tenait à ses côtés dans une robe en laine crème. Elle s'accordait trop parfaitement au mur du tribunal pour que ce soit un hasard. Ses cheveux sombres étaient lisses. Sa main reposait légèrement sur la manche de Nathaniel. Pas comme une secrétaire aidant son employeur, mais comme une femme essayant une place avant que l'ancienne occupante n'ait vidé la pièce. Nathaniel n'a pas retiré sa main. Il a regardé Claire et a souri avec un regret public. Ce sourire avait trompé des salles entières pendant des années. « Claire » dit-il en baissant la voix pour que les gens à proximité entendent de la tendresse au lieu du triomphe. « J'espère que tu comprends que c'est mieux pour tout le monde. » Claire le regarda. Il était grand, beau et visiblement fatigué par une vie de luxe. Le fondateur de Pierce Meridian Group, une société de technologie immobilière, se préparait à une acquisition hôtelière majeure. Nathaniel avait bâti sa réputation sur une intelligence calme et un timing impitoyable. Il portait un costume bleu marine, une cravate argentée, et l'expression d'un homme qui croyait que les conséquences étaient des choses que les autres géraient pour lui. « Pour tout le monde », répéta Claire. La bouche de Vanessa bougea comme si elle essayait de ne pas sourire. La mère de Nathaniel, Evelyn Pierce, ajusta ses gants. Elle n'avait jamais aimé Claire. Pas bruyamment, cela aurait été vulgaire. Evelyn préférait les piques discrètes. Une invitation manquée, une prononciation corrigée. Un compliment sur la simplicité de la robe de Claire. « Ne fais pas de scène, » dit Evelyn. « Tu es parti avec un accord équitable. » Claire baissa les yeux sur l'ordonnance de divorce dans son dossier. Équitable. L'accord lui donnait un appartement modeste, que Nathaniel considérait comme peu pratique, une voiture d'occasion qu'il n'avait pas conduite depuis des années, et assez d'argent pour être décrit comme généreux par des gens qui ne comprenaient pas ce qu'elle avait apporté au mariage avant que Nathaniel ne le rebaptise à son nom. Aucune part dans Pierce Meridian, aucun soutien futur, aucune accusation publique, et une clause de confidentialité que l'avocat de Nathaniel avait défendue avec acharnement, mais pas assez pour remarquer l'exception que l'avocate de Claire avait glissée dans le paragraphe 19. La fraude, le financement par des tiers non divulgués et les fausses déclarations importantes n'étaient pas couverts. Claire avait signé sans protester. C'est ce qui dérangeait le plus Nathaniel. Il s'était attendu à des supplications. Si ce n'était pas des supplications, alors de la colère. Si ce n'était pas de la colère, alors au moins une larme devant sa mère et Vanessa. Quelque chose qu'il pourrait transformer en preuve que quitter Claire avait été nécessaire. Parce qu'elle était instable, amère, incapable d'accepter la réalité. Au lieu de cela, elle s'était tenue au tribunal les mains jointes. Elle avait répondu clairement au juge, et elle lui avait laissé le silence qu'il pensait être une défaite. Nathaniel s'approcha. « Le service de voiture peut t'emmener où tu veux. » Vanessa parla enfin. Sa voix était assez douce pour feindre la gentillesse. « Il pleut. Tu ne devrais pas attendre seule dehors. » Claire regarda la jeune femme. Vanessa avait rejoint Pierce Meridian 3 ans plus tôt, en tant qu'assistante de direction. En 6 mois, elle contrôlait l'agenda de Nathaniel, ses voyages, ses réunions avec les investisseurs et son humeur. En 1 an, elle portait des bijoux qui semblaient familiers. Avec lui aussi, elle se montrait à des dîners où l'on disait à Claire de ne pas venir parce que les conversations étaient techniques. Technique, c'était l'un des mots préférés de Nathaniel pour les pièces où il ne voulait pas que sa femme écoute. « Merci », dit Claire, « j'ai un moyen de transport. » Le sourire de Nathaniel se crispa. « Vraiment ?
La question portait plus que de la surprise. Elle portait l'hypothèse sous-jacente à tout leur mariage. Sans lui, Claire aurait besoin qu'on s'occupe d'elle. Avant qu'elle ne puisse répondre, son avocat, Martin Greaves, ferma sa mallette avec un clic satisfait. « Madame Pierce », dit-il, puis il se corrigea avec le plaisir d'un homme qui appréciait la finalité juridique. « Mademoiselle Whitmore, veuillez vous souvenir des termes de la confidentialité. Tout commentaire public sur Monsieur Pierce, Mademoiselle Lane ou Pierce Meridian pourrait déclencher des poursuites. » Claire le regarda. « Je me souviens du paragraphe 19. » L'expression de Martin se figea une demi-seconde. C'était infime, mais Claire le vit. Nathaniel aussi. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Nathaniel. Claire ne répondit pas. Au bout du couloir, l'ascenseur s'ouvrit. Un homme en pardessus noir en sortit, suivi de 2 agents de sécurité, avec des oreillettes discrètes. Il avait le début de la quarantaine, les épaules larges, les tempes grisonnantes. Il était d'un calme qui rendit les adjoints du tribunal soudainement plus alertes. Le visage de Claire changea pour la première fois ce matin-là. Pas beaucoup. Juste une respiration qui quittait son corps. L'homme marcha droit vers elle. Claire. Nathaniel fronça les sourcils. Il reconnut la voix avant le visage, et cette reconnaissance le perturba. Dominique Veil. L'investisseur hôtelier milliardaire, dont Nathaniel poursuivait le nom depuis 18 mois. Veil Holdings contrôlait la dette de complexes hôteliers de luxe, des actifs d'aviation privée, et le financement discret derrière la moitié des acquisitions hôtelières que Nathaniel voulait dominer. Nathaniel n'avait jamais réussi à obtenir une réunion privée avec Dominique. Son équipe avait envoyé des présentations, révisé des modèles, invité des intermédiaires et flatté des contacts mutuels. Dominique Veil était resté injoignable. Maintenant, il se tenait dans un couloir de tribunal, ne regardant que Claire. Dominique retira ses gants et prit le dossier de ses mains. Pas de manière possessive, mais comme si elle en avait assez porté. « C'est fait ?» Claire hocha la tête. « C'est définitif. » La mâchoire de Dominique se contracta une fois. « Bien. » Nathaniel s'avança. « Monsieur Veil. » Dominique se tourna lentement, comme si le remarqué demandait un effort. « Monsieur Pierce. » Nathaniel retrouva sa voix publique. « Je ne savais pas que vous connaissiez Claire. » Dominique regarda le visage pâle de Claire, puis de nouveau Nathaniel. « Vous ne saviez pas beaucoup de choses. » Le couloir devint silencieux. Les doigts de Vanessa se resserrèrent sur la manche de Nathaniel. Evelyn Pierce dévisagea Dominique, calculant dans le vieux langage social de la richesse et du rang. Même elle comprenait que ce n'était pas une connaissance fortuite. Nathaniel eut un rire prudent. « Je suis sûr qu'il y a une histoire. »« Il y en a une, » dit Dominique, « mais pas pour vous. » Claire toucha légèrement le bras de Dominique. « Nous devrions y aller. Le jet est prêt. » Vanessa cligna des yeux. Le visage de Nathaniel changea. « Un jet ?» Dominique ne lui répondit pas. Claire commença à marcher vers l'ascenseur. Dominique marchait à ses côtés. Les agents de sécurité suivaient à une distance respectueuse. Pendant 3 pas, Nathaniel ne dit rien. Puis son contrôle se fissura. Claire. Elle s'arrêta, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que le couloir était devenu la scène qu'il avait toujours voulu. Il semblait juste de le laisser s'y tenir. La voix de Nathaniel s'abaissa. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Claire se retourna. Ses boucles d'oreilles en perles captèrent la lumière du tribunal. Un moyen de transport. La bouche de Dominique faillit bouger. Presque. Vanessa regarda Claire, puis Dominique, puis Nathaniel. La première vraie peur entra dans ses yeux. Pas la peur du scandale, la peur d'avoir mal compris la valeur de la femme qu'elle avait aidé à chasser. Nathaniel essaya de sourire à nouveau. « Tu pars avec Dominique Veil. »« Oui. »« Pourquoi ?» Claire soutint son regard. « Parce que mon frère est venu me ramener à la maison. » Les mots atterrirent avec une force chirurgicale et nette. « Frère ?» Les lèvres d'Evelyn s'entr'ouvrirent. Martin Greaves baissa les yeux sur sa mallette, comme si le cuir pouvait s'ouvrir et lui offrir une nouvelle stratégie. Nathaniel fixa Claire. « C'est impossible. » Les yeux de Dominique se refroidirent. « Attention. La famille de Claire vient d'Albany. Son père était administrateur d'école. Son beau-père, dit Dominique, est un homme bien, d'après ce que j'ai entendu. » L'expression de Claire ne changea pas, mais quelque chose dans sa poitrine lui fit mal à ces mots. Son beau-père avait été bon. Assez bon pour élever une jeune fille en deuil, sans jamais lui demander d'oublier la première famille qu'elle avait perdue. Nathaniel avait l'air presque en colère maintenant.
Parce que les faits refusaient de se comporter. Tu ne me l'as jamais dit. Claire pencha légèrement la tête. Tu n'as jamais rien demandé que tu ne pensais pas déjà savoir. Dominique appuya sur le bouton de l'ascenseur. Le téléphone de Nathaniel se mit à sonner, puis celui de Martin, puis celui de Vanessa. Les sons se superposèrent dans le couloir du tribunal, stridents et de plus en plus désespérés. Nathaniel baissa les yeux sur son écran, son directeur financier. Il l'ignora, fixant toujours Claire. Le téléphone sonna de nouveau. Martin répondit le premier à son propre appel. Greaves. Son visage commença à se vider de sa couleur avant que la personne à l'autre bout du fil n'ait fini la première phrase. « Comment ça, je l'ai » Claire regarda Nathaniel entendre ce mot. « Je l'ai ». Il le traversa comme de l'eau froide. Dominique entra dans l'ascenseur, éteint la porte. Claire le suivit. Nathaniel se dirigea vers eux. « Claire, qu'as-tu fait » Elle le regarda une dernière fois depuis l'intérieur de l'ascenseur. Rien pendant le mariage. Les portes commencèrent à se fermer. C'était ton avertissement. L'ascenseur se ferma hermétiquement avant qu'il ne puisse répondre. En bas, le hall du tribunal était déjà rempli de gens trempés par la pluie et de journalistes attendant une autre affaire. Dominic guida Claire par une sortie latérale. Dehors, un SUV noir attendait au bord du trottoir. Au-delà, à travers le matin gris et humide, la ville semblait floue et nouvellement distante. Claire se glissa sur la banquette arrière. Ce n'est que lorsque la porte se ferma que ses mains commencèrent à trembler. Dominic le vit. Il ne tendit pas la main vers elle immédiatement. Il savait qu'il ne fallait pas. Il attendit qu'elle presse le dossier contre ses genoux et expire, puis il posa sa main sur la sienne. « Tu as tenu bon. » Claire regarda la pluie sur la vitre. « Je me suis entraîné. » Son visage se durcit. « Ça s'arrête aujourd'hui. » Le SUV s'éloigna du tribunal. Derrière eux, le monde de Nathaniel commençait à recevoir des appels. Le premier appel venait du directeur financier de Pierce Meridian. Le deuxième venait du syndicat bancaire. Le troisième venait du cabinet d'avocats gérant l'acquisition de l'hôtel. Le quatrième venait du président du conseil d'administration, qui venait d'être informé que Vail Holdings avait gelé la participation conditionnelle à la dette liée à l'acquisition du Meridian Grand. Nathaniel avait passé des mois à dire aux investisseurs que l'acquisition était presque terminée. Il ne leur avait pas dit que la structure de la dette reposait sur un véhicule de participation silencieux lié à Vail Holdings. Il ne savait pas que ce véhicule répondait à Dominique. Il ne savait pas que Dominique était le frère de Claire. Il ne savait pas que Claire, la Claire silencieuse, utile, oubliable, avait passé 3 ans à refuser de demander de l'aide à sa famille, tout en documentant chaque façon dont Nathaniel utilisait sa confiance, ses introductions et son silence. Maintenant, le silence était terminé. À l'aéroport de Teterboro, le personnel du terminal privé salua Dominique par son nom. Claire sortit du SUV et vit le jet qui attendait derrière la vitre. Fuselage blanc, queue bleu foncé. Aucun logo assez grand pour que des étrangers le photographient de manière significative. L'escalier était descendu. Une hôtesse de l'air se tenait près de la porte. Pendant un instant, Claire ne put bouger. La vue était absurde. Non pas parce qu'elle n'avait jamais vu de jet privé. Elle avait grandi autour d'eux par bribes avant que le second mariage de sa mère ne lui donne une vie plus calme. Avant qu'elle ne demande à Dominique de la laisser disparaître de la visibilité de la famille Vail. Avant qu'elle ne tombe amoureuse d'un homme qui préférait ne pas connaître les parties d'elle qui ne le flattaient pas. C'était absurde parce que seulement 2 heures plus tôt, l'avocat de Nathaniel avait agi comme si Claire devait être reconnaissante pour une berline d'occasion. Dominique se tenait à côté d'elle. « Nous ne sommes pas obligés de prendre l'avion. Où allons-nous? D'abord à la maison, puis où tu veux. » La maison signifiait le domaine des Vail près de Newport, où leur mère avait vécu avant sa mort. Où Dominique gardait toujours une chambre pour Claire, bien qu'elle n'y ait pas dormi depuis des années. Claire regarda le jet. « As-tu amené ça pour marquer le coup ?» Dominique envisagea de mentir. Il ne le fit pas. En partie. Pour la première fois de la journée, Claire rit. C'était un petit rire, fissuré et presque douloureux. L'expression de Dominique s'adoucit. « Il t'a fait quitter un tribunal comme si tu n'avais rien. J'avais quelque chose. Oui, de la retenue. Je n'ai jamais aimé à quel point tu en possèdes. » L'hôtesse de l'air la salua en l'appelant Mademoiselle Vail. Claire faillit la corriger. Whitmore était le nom de son beau-père. Pierce avait été un mariage. Vail était le sang, l'histoire, la complication
et le pouvoir qu'elle avait passé des années à éviter, parce qu'elle voulait être aimée sans cela. Aujourd'hui, elle laissa le nom. Le jet s'éleva à travers les nuages bas 20 minutes plus tard. Claire était assise près du hublot, toujours dans le manteau gris qu'elle avait porté au tribunal. Dominique était assis en face d'elle, lisant des messages sur une tablette avec un silence croissant. Chaque message signifiait que quelque chose dans le réseau de Nathaniel réagissait. Il passa la tablette à Claire. Participation à la dette de l'acquisition du Meridian Grand suspendue en attente d'examen. Préoccupation concernant la clause restrictive de la facilité de crédit relais. Demande de réunion d'urgence du Conseil. Risque de divulgation concernant les introductions de parties liées. Rémunération et remboursement de logement de Vanessa Lane signalé. Claire lut la dernière ligne 2 fois. Remboursement de logement. La bouche de Dominique se crispa. Ton avocate a envoyé le dossier préliminaire ce matin, après le prononcé du jugement. Je pensais que nous attendions. Nous avons attendu que tu sois légalement libre. C'était l'instruction de Claire. Aucune action pendant le divorce que Nathaniel pourrait qualifier de vengeance conjugale. Aucune interférence commerciale jusqu'à ce que l'ordonnance du tribunal soit définitive. Aucune utilisation du pouvoir des Vail tant qu'elle était encore légalement liée à lui. Elle avait voulu avoir les mains propres. Nathaniel les avait prises pour des mains vides. Qu'as-tu trouvé? Dominique l'étudia. Tu veux le résumer maintenant? Claire regarda la couverture nuageuse. Elle était fatiguée. Son mariage s'était terminé ce matin-là. Son corps voulait du sommeil, de la nourriture, peut-être du chagrin. Mais une autre partie d'elle avait attendu trop longtemps pour laisser la vérité rester polie. Oui, Dominique donna le résumé, comme s'il lisait un bulletin météo avant une tempête. Pierce Meridian avait acheminé des paiements de conseil à Vanessa Lane par l'intermédiaire d'un fournisseur appelé Argent Bloom. Argent Bloom n'avait pas de vrai bureau, pas de personnel répertorié à part un agent enregistré, et des factures liées à la stratégie des relations avec les investisseurs. L'appartement de Vanessa, près du bureau de Nathaniel, avait été partiellement remboursé en tant que logement de continuité pour cadres. Plusieurs voyages de luxe coïncidaient avec de prétendues visites de sites pour l'intégration de la technologie hôtelière. Des achats de bijoux apparaissaient comme des cadeaux pour les clients sans documentation sur le destinataire. Claire écouta sans l'interrompre. Rien de tout cela ne la surprit. Cela faisait mal à sa manière. Et mes introductions? Dominique passa à un autre dossier. Nathaniel avait utilisé les introductions faites par Claire pendant les 2 premières années du mariage comme preuve de la force de son réseau. Il faisait référence à ses investisseurs dans les documents de présentation comme étant la base de relations de longue date de Pierce Meridian. Plusieurs avaient supposé que Claire restait liée à l'entreprise socialement et éthiquement. Une note de banque la décrivait comme une influence familiale ancienne, discrète mais stabilisatrice. Discrète, stabilisatrice. Influence. Pas partenaire, pas source, pas stratège. Pas la personne qui avait aidé Nathaniel à se préparer pour 3 premières réunions d'investisseurs alors qu'il levait encore des capitaux d'urgence. Claire rendit la tablette. Il m'a effacé en phrase complète. La mâchoire de Dominique se crispa. Oui. Et je l'ai laissé faire. Non. Elle le regarda. Tu l'aimais, dit Dominique. Ce n'est pas la même chose qu'une permission. Les mots entrèrent doucement et firent des dégâts quand même. Claire ferma les yeux. Pendant des années, elle avait porté une honte privée plus profonde que l'humiliation. Elle avait su que Nathaniel la sous-estimait. Elle avait su qu'il aimait sa douceur plus que son esprit. Elle avait su que la présence de Vanessa n'était pas professionnelle bien avant que la preuve n'arrive. Pourtant, elle était restée, espérant que le respect pourrait grandir si elle ne l'exigeait pas trop fort. Elle avait confondu la patience avec la foi. Parfois, la patience n'était que de la peur, avec de meilleures manières. Le jet perça les nuages pour atteindre un soleil éclatant. Claire ouvrit les yeux. Le ciel au-dessus de la tempête était d'une luminosité douloureuse. La réunion du conseil d'administration de Nathaniel commença à 12h30. Claire n'y assista pas. Elle n'en avait pas besoin. Dominique y assista, avec les avocats de Vail Holdings, le conseil de Pierce Meridian, le directeur financier, Martin Greaves, 2 représentants de la banque, et Nathaniel, qui avait perdu le rythme fluide de sa voix au moment où la réunion commença. Claire était assise dans la cabine arrière du jet, un thé refroidissant intact à côté d'elle. Elle ne pouvait entendre que le côté de Dominique lorsque la porte était ouverte.
Non, Monsieur Pierce, ce n'est pas une affaire domestique. Pause. Le divorce a été finalisé avant que l'avis ne soit émis. Pause. Le véhicule de participation se réserve le droit d'examen en cas de préoccupation matérielle de gouvernance, d'avantages non divulgués à des parties liées ou de fausses déclarations affectant l'acquisition. Pause plus longue. Mademoiselle Whitmore n'est pas partie à cet appel. Autre pause. Non, vous ne pouvez pas lui parler en privé. Claire faillit sourire à cela. En privé avait été l'endroit préféré de Nathaniel pour déplacer les vérités avant de les tuer. L'appel dura 47 minutes. Quand Dominique revint, il avait l'air de vouloir acheter un groupe de presse juste pour ruiner un homme plus efficacement. « Alors » demanda Claire. « Le conseil forme un comité spécial. L'acquisition est en pause. Le syndicat bancaire veut des informations à jour d'ici lundi. L'accès de Vanessa est suspendu en attente d'examen. » Claire absorba chaque point. Et Nathaniel? En colère. Ce n'est pas nouveau. Effrayé. Ça l'est. Claire baissa les yeux sur son doigt sans bague. Elle avait retiré son alliance dans les toilettes du tribunal après que le juge eut signé l'ordonnance. Sans drame. Elle l'avait simplement enlevée, l'avait enveloppée dans un mouchoir en papier et l'avait placée dans le dossier. Nathaniel n'avait pas remarqué. Il était trop occupé à accepter les condoléances de sa mère. A-t-il dit que j'étais vindicative? Oui. Émotionnelle? Il l'a sous-entendu. Instable? Son avocat était trop intelligent pour ça. Claire hocha la tête. Les accusations ne la piquaient pas autant qu'elle s'y attendait, peut-être parce qu'elles étaient devenues prévisibles. Les hommes comme Nathaniel traitaient rarement une femme d'émotionnelle tant qu'elle était utile. L'émotion n'arrivait comme une accusation que lorsqu'elle cessait de payer le prix de son confort. Le jet atterrit à Rhode Island sous un ciel d'après-midi clair. Le domaine des Vale se trouvait sur une portion de côte où l'Atlantique frappait des rochers sombres sous une large pelouse. Ce n'était pas la plus grande maison des possessions familiales, mais c'était celle que leur mère avait aimée. Pierre blanche, toit d'ardoise, hautes fenêtres, vieux cèdres courbés par le vent. Claire l'avait évité pendant son mariage. Nathaniel n'aimait pas l'endroit. Il disait que ça ressemblait à une culpabilité héritée. Il préférait les nouveaux bâtiments, les murs de verre, les bars sur les toits, les endroits où l'argent semblait récent et pouvait donc prétendre avoir été entièrement gagné par la personne qui le dépensait. Claire sortit de la voiture et respira l'air salin. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle ne l'atteigne. Madame Bell, la gouvernante, se tenait là, un cardigan enroulé autour de ses épaules et des larmes déjà dans les yeux. Mademoiselle Claire. Claire s'arrêta. Mademoiselle Claire. Pas Madame Pierce, pas Mademoiselle Whitmore, pas un statut juridique ou un compromis. Juste le nom qu'elle avait été avant de commencer à se corriger pour un homme. Madame Bell ouvrit les bras. Claire se jeta dedans. C'est à ce moment-là que le silence se brisa. Elle pleura dans l'entrée de la maison qu'elle avait évitée, tenue par une femme qui avait connu sa mère, tandis que Dominique se tenait derrière elle et regardait la mère, comme pour donner à son chagrin de l'intimité par la force de sa volonté. Les larmes ne durèrent pas longtemps. Claire n'avait jamais été une personne capable de pleurer pendant des heures. Sa douleur se déplaçait vers l'intérieur, s'organisait et finissait par exiger une liste. Le soir, elle était assise dans l'ancienne bibliothèque de sa mère, avec Dominique, son avocate, et un appel sécurisé aux avocats de Vale Holdings. Un feu brûlait doucement dans l'âtre. Son dossier de divorce reposait d'un côté de la table, les dossiers de Pierce Meridian de l'autre. L'arrangement symbolique était presque trop parfait. Claire ne fit aucun commentaire. Son avocate, Amara Chen, passa en revue la chronologie. Détérioration du mariage documenté, rôle de Vanessa de plus en plus personnel et opérationnel, négociation de divorce poussée par Nathaniel avec un accent sur la confidentialité, accord exécuté, jugement final, avis commercial émis après le jugement. Aucune preuve d'ingérence pré-divorce de la part de Claire. Exception du paragraphe 19 préservé. Propre. Ce mot comptait. Dominique passa en revue le côté corporatif. Vale Holdings ne se retirerait pas définitivement pour l'instant. C'était la décision de Claire. Elle avait insisté avant l'atterrissage de l'avion. Les employés de Pierce Meridian ne méritaient pas une destruction instantanée parce que l'éthique de Nathaniel était pourrie. L'acquisition de l'hôtel pouvait encore avoir de la valeur sous une gouvernance appropriée. Le comité spécial enquêterait. Les banques examineraient.
Les paiements de Vanessa seraient audités. L'autorité de Nathaniel sur l'acquisition serait suspendue en attendant les conclusions. Dominic n'aimait pas la retenue, mais il respectait assez Claire pour lui obéir. « Si ça ne tenait qu'à moi, dit-il, je laisserais les banques le dévorer vivant avant le petit déjeuner. » Claire le regarda. « C'est pourquoi ça ne tient pas qu'à toi. » Amara sourit dans ses notes. Dominic se pencha en arrière. On dirait mère. L'atmosphère de la pièce changea. Leur mère était morte depuis 22 ans, mais certains noms ouvraient encore des fenêtres. Claire regarda vers la vitre sombre où le feu se reflétait sur la mer. Elle l'aurait détesté. Immédiatement, elle me l'aurait dit. À plusieurs reprises, Claire faillit rire. Dominic s'adoucit. Elle t'aurait aussi laissé choisir. C'était vrai. La famille Vale avait de nombreux défauts. La manipulation subtile n'en faisait pas partie. Il préférait la pression directe, qui avait au moins la courtoisie d'être visible. Claire regarda les dossiers de Pierce. Alors je choisis l'examen avant la ruine. Dominic n'aimait pas ça, mais il hocha la tête. Le lendemain matin, l'histoire éclata. Pas toute l'histoire. Jamais toute l'histoire au début. La presse financière rapporta que Vale Holdings avait suspendu sa participation au financement de l'acquisition du Meridian Grand par Pierce Meridian en attendant un examen de la gouvernance. L'article mentionnait de possibles préoccupations de divulgation et des questions de parties liées à la direction. Il notait que la suspension intervenait le même jour que la finalisation du divorce de Nathaniel Pierce et Claire Whitmore. Les blogs mondains firent le reste. Ils trouvèrent des photos de Claire quittant le tribunal avec Dominic. Ils trouvèrent le numéro de queue du jet privé grâce à des observateurs d'aéroport. Ils trouvèrent des images plus anciennes de Claire à des événements caritatifs de la famille Vale datant d'avant son mariage, granuleuses mais assez claires. Ils découvrirent que la mère de Claire avait été Eleanor Vale, deuxième fille de la dynastie hôtelière Vale, et que Claire avait disparu des registres publics après avoir été élevée par son beau-père sous le nom de Whitmore. À midi, le titre était partout dans les cercles qui comptaient. Nathaniel Pierce, divorce de sa discrète épouse, puis un jet des Vale la ramène chez elle. Claire ne lut pas les commentaires. Vanessa, si. Claire le sut car en milieu d'après-midi, Vanessa appela d'un numéro masqué. Amara conseilla de ne pas répondre. Claire fut d'accord. La transcription du message vocal arriva 1 heure plus tard. La voix de Vanessa, selon le logiciel, tremblait tellement que plusieurs mots étaient flous. Elle disait que Nathaniel lui avait dit que Claire ne venait de rien d'important. Elle disait qu'il lui avait dit que le divorce était propre, que Claire prendrait l'accord et disparaîtrait. Elle disait qu'elle ne savait pas pour Vale Holdings. Elle disait qu'elle ne s'occupait jamais directement des documents de financement. Elle disait que le remboursement de l'appartement avait été l'idée de Nathaniel. Elle disait qu'elle avait des dossiers. Bien sûr qu'elle avait des dossiers. Les assistantes en ont souvent. Surtout les assistantes qui deviennent des maîtresses. Surtout les maîtresses qui comprennent, peut-être trop tard, que les hommes comme Nathaniel se protègent d'abord eux-mêmes. Claire transféra la transcription à Amara. On lui parle? La réponse d'Amara fut immédiate. D'avocat à avocat. Bien. La coopération de Vanessa commença dans les 48 heures. Son avocat livra des messages, des calendriers, des relevés de dépenses, des mémos vocaux et des brouillons internes montrant que Nathaniel en savait bien plus sur le véhicule de participation Vale qu'il ne l'avait admis. Il ne connaissait pas le lien familial de Claire, mais il savait que l'acquisition reposait sur une source de capital silencieuse avec des déclencheurs de gouvernance stricts. Il savait aussi que les avantages de Vanessa étaient acheminés par des catégories de conseil et de soutien à la direction qui sembleraient douteuses lors d'un examen. Un message se démarqua, de Nathaniel à Vanessa, 3 semaines avant le divorce. Une fois que Claire sera partie, on nettoie l'histoire. Elle est inoffensive, mais l'image compte jusqu'à la clôture de l'acquisition. Inoffensive. Claire lut le message dans la bibliothèque de sa mère. Le mot ne la blessa pas. Il la concentra. Dominic le lut par-dessus son épaule et jura doucement. Toujours l'examen avant la ruine? Claire posa la page. L'examen et la ruine quand les faits sont assez bons. Les faits étaient que le comité spécial trouva 3 catégories de préoccupation. Premièrement, Nathaniel avait utilisé les premières introductions d'investisseurs de Claire tout en l'excluant de toute reconnaissance formelle, puis avait déformé ses relations dans les documents d'acquisition comme étant la force du réseau indépendant de Pierce Meridian. Deuxièmement, Vanessa avait reçu un soutien au logement.
des primes, des surclassements de voyages et des paiements de fournisseurs sans divulgation appropriée, tout en participant à la planification sensible de l'acquisition et aux communications avec les investisseurs. Troisièmement, Nathaniel avait laissé les banques et les membres du conseil croire que la participation de Vail était sécurisée tout en dissimulant des vulnérabilités de gouvernance qui pourraient déclencher une suspension. Rien de tout cela n'était aussi cinématographique qu'une liaison dans un penthouse ou une femme pleurant au tribunal. C'était mieux, c'était exploitable. Le conseil d'administration de Pierce Meridian retira à Nathaniel toute autorité sur l'acquisition en attendant un examen complet. 2 administrateurs démissionnèrent après qu'il soit devenu clair qu'ils avaient ignoré des préoccupations antérieures du directeur financier. L'emploi de Vanessa fut résilié pour violation des politiques, bien que sa coopération ait réduit son exposition personnelle. L'acquisition du Meridian Grand fut reportée indéfiniment. À la fin de la semaine, Nathaniel avait perdu la chose qui lui importait le plus. Pas Claire, le contrôle. Il vint au domaine des Vail le 9e jour. Dominic voulait lui refuser l'entrée. Claire l'autorisa sous condition. Nathaniel serait reçu dans le salon du matin au rez-de-chaussée, sécurité à l'extérieur, Amara présente, pas de conversation privée, pas d'enregistrement sans préavis, donc un préavis fut placé sur la table. Nathaniel arriva dans un manteau noir, mal rasé, les yeux cernés. Il ressemblait moins à l'homme du tribunal et plus à l'homme que Claire avait connu dans les premières années, avant que le succès ne se durcisse en suffisance. Cette ressemblance était cruelle. La mémoire revenait souvent habillée en preuve de miséricorde. Claire ne la laissa pas la gouverner. Elle s'assit près de la fenêtre dans une robe bleu marine, les mains jointes. Nathaniel s'arrêta en la voyant. « Claire, Nathaniel. » Il regarda autour de la pièce les vieux portraits, la mer au-delà de la vitre, la preuve silencieuse que sa vie avait contenu des mondes entiers où il n'était jamais entré parce qu'il supposait qu'ils étaient petits. « Tu aurais dû me le dire. » Le stylo d'Amara s'arrêta. Claire le regarda un long moment. C'était son ouverture. Pas des excuses. Une accusation avec du chagrin dans son manteau. « Te dire quoi? Qui tu étais? » « Je l'ai fait. » Il secoua la tête. « Pas ça. Je t'ai dit que j'avais de la famille à Newport. Tu as dit que les vieilles maisons te donnaient l'impression d'être jugé. Je t'ai dit que ma mère était morte quand j'étais jeune. Tu as dit que le chagrin faisait que les gens se construisaient des mythes. Je t'ai dit que je comprenais la finance hôtelière. Tu as ri et dit qu'écouter au dîner ne faisait pas de moi une analyste. » Il tressaillit. Elle continua. « Je t'ai dit beaucoup de choses. Tu les as triées dans des catégories qui t'arrangeaient. » Nathaniel déglutit. Pendant un instant, la honte traversa son visage, puis la peur la remplaça. L'entreprise est en train de saigner. Voilà la raison pour laquelle il était venu. Pas l'amour, pas le remords. Le triage. Pierce Meridian peut survivre si le conseil te retire de l'acquisition et corrige les divulgations, dit Claire. Tu dis ça comme si j'étais une ligne budgétaire. Tu m'as traité comme tel pendant des années. Sa mâchoire se crispa. La vieille colère monta, puis rencontra la pièce, l'avocate, la sécurité et le calme de Claire. Elle n'avait nulle part où aller utilement. « Vanessa m'a menti, dit-il. » Claire ferma presque les yeux. « À propos de quoi? » « Sur ce qu'elle a déclaré, ce qu'elle a dépensé, comment elle a parlé aux gens. T'a-t-elle forcé à signer les approbations? Pas de réponse. T'a-t-elle forcé à me décrire comme inoffensive? Son visage changea. Il sut alors qu'elle avait vu le message. J'étais en colère. Non, dit Claire, tu étais honnête. Les mots atterrirent doucement, ce qui les rendit pires. Nathaniel s'assit comme si ses genoux avaient fléchi. Je ne savais pas comment être marié à quelqu'un comme toi. Tu n'as pas essayé. Je pensais que tu voulais une vie tranquille. Je voulais une vie respectée. Il la regarda alors. La regarda vraiment. Peut-être pour la première fois depuis des années. Claire sentit le poids de ce regard et ne ressentit aucun soulagement. Être vue après avoir été rejetée n'était pas de la romance. C'était une prise de conscience tardive. La voix de Nathaniel se brisa. Pouvons-nous annuler ça? L'expression d'Amara resta professionnelle. Dominique, regardant à travers la vitre depuis le couloir bien qu'on lui ait dit de ne pas rôder, devint très immobile. Claire répondit sans détourner le regard. Le divorce est définitif. Je ne parle pas légalement. Moi si. Ses yeux rougirent. Claire, tu as choisi les termes. Silence, finalité,
Pas de soutien, pas de réclamation, pas de désordre public. Tu voulais que je sois effacé assez proprement pour que Vanessa puisse entrer dans ma vie sans tâcher ton acquisition. Il baissa les yeux. Tu as eu le silence, dit-elle. Tu as mal compris à quoi il servait. Pendant des années, le silence de Claire l'avait protégé. Ce silence final avait protégé son timing, ses preuves et son droit d'agir sans contamination émotionnelle. Ce n'avait pas été une reddition. C'était un dépôt de garantie. Nathaniel partit après 20 minutes. Il semblait plus petit en sortant qu'en entrant. Pas encore ruiné. Plus petit. C'était plus précis. Dominique entra dès que la porte se ferma. Je le déteste de plus en plus, à chaque fois qu'il parle. Claire ressembla les documents sur la table. C'est parce que tu continues à l'écouter. Malheureusement, je t'aime, alors je dois le faire. Elle sourit faiblement. Le sourire s'estompa rapidement. Ai-je eu l'air cruel? Dominique parut sincèrement surpris. Non. Je me suis senti cruel. Tu t'es senti honnête après des années de correction. Claire garda cette phrase pour plus tard. Les conséquences finales pour l'entreprise prirent 3 mois. Pierce Meridian ne s'effondra pas. Cela déçut les gens qui préféraient une vengeance plus nette. L'entreprise vendit une division non essentielle, remplaça Nathaniel au poste de PDG et fit appel à un dirigeant par intérim ayant une expérience des acquisitions hôtelières et moins de faiblesses dramatiques. L'accord du Meridian Grand mourut, mais un partenariat logiciel plus petit survécut. Les employés gardèrent leur emploi. Les fournisseurs furent payés en retard, mais payés. Les banques prirent des frais pour la restructuration et prétendirent que c'était le plan. Nathaniel démissionna du conseil d'administration après que le rapport du comité soit devenu impossible à adoucir. La déclaration publique le remercia pour sa vision. Claire lut cette phrase une fois. « Vision », dit Dominique avec dégoût. « C'est moins cher que la précision. » Vanessa conclut un accord avec l'entreprise et disparut de New York pendant un certain temps. Des rumeurs la placèrent à Miami, puis à Londres, puis nulle part où Claire s'en souciait. Sa coopération resta utile. Ses excuses, livrées par l'intermédiaire de son avocat, restèrent non lues pendant 2 semaines. Quand Claire les lut enfin, elle trouva ce à quoi elle s'attendait. Du regret, des explications, de l'autoprotection et une phrase honnête. « J'aimais être choisie à ta place parce que je pensais que cela signifiait que j'avais gagné. » Claire plia la lettre. Il n'y avait aucune victoire à être choisie par un homme qui avait besoin de diminuer une autre femme pour que le choix semble puissant. Elle ne répondit pas. Le printemps arriva lentement à Newport. Claire resta au domaine des Vale plus longtemps que prévu. Au début, elle disait que c'était temporaire. Elle avait besoin de repos. Puis elle avait besoin d'examiner des documents. Puis la maison avait besoin de décisions que Dominique ne cessait de reporter. Puis la fondation caritative liée au nom de sa mère nécessitait une nouvelle présidente. Finalement, Claire cessa de prétendre qu'elle était en visite. Elle s'installa dans l'aile est, les pièces que sa mère avait autrefois utilisées. Elle changea les rideaux, remplaça un bureau d'écriture fissuré, ouvrit des fenêtres qui avaient été gardées fermées trop longtemps et transforma un salon en bureau avec vue sur l'eau. Elle ne plaça aucune photo de Nathaniel nulle part, même pas dans les tiroirs. Son mariage n'avait pas besoin d'un sanctuaire pour prouver qu'il avait eu lieu. Le premier grand projet qu'elle entreprit ne fut pas corporatif. C'était le logement pour les travailleurs hôteliers saisonniers des propriétés Vale. Nathaniel l'aurait qualifié de sentimental. Dominic l'appela coûteux. Claire l'appela attendu depuis longtemps. Elle avait passé trop d'années à regarder des hommes parler d'actifs, tout en ignorant les personnes qui les faisaient fonctionner. Hôtels, acquisitions, plateformes technologiques, fondations familiales. Chacun semblait plus grandiose que les buanderies, les bus du personnel, les directeurs de nuit et les comptables juniors qui empêchaient l'effondrement. Claire avait été traitée comme une main-d'œuvre invisible dans son propre mariage. Elle n'avait aucun désir de profiter d'autres versions de l'invisibilité. Le projet structura ses journées. Appels matinaux avec les architectes, examen des budgets l'après-midi, réunion avec les directeurs de propriété, qui la traitèrent d'abord comme la sœur nouvellement sauvée de Dominique, et apprirent progressivement qu'elle lisait chaque ligne. Visite de sites où les travailleurs lui disaient quelle politique échouait après minuit. Des rapports qui devinrent des plans qui devinrent des contrats. Le travail la ramena à elle-même. Pas le mois d'avant Nathaniel.
Quelqu'un de plus vif, moins désireux d'être facile, plus disposé à demander à qui profitait le silence. En juin, Dominic l'a convaincu d'assister à un dîner du conseil d'administration de Vail Holdings à Manhattan. Claire résista. Elle ne voulait pas de salles chuchotant sur le tribunal, le jet, le divorce. Dominic lui dit que les salles chuchotaient qu'elle y assiste ou non, et qu'au moins en personne, elle pourrait les rendre nerveux. Cet argument était grossier. Il fonctionna. Claire portait une robe noire avec un décolleté carré et le bracelet en émeraude de sa mère. Le dîner eut lieu dans un club privé où Nathaniel avait autrefois essayé d'entrer et avait échoué. Lorsqu'elle entra aux côtés de Dominic, les conversations changèrent. Certaines personnes détournèrent le regard trop rapidement. D'autres sourirent trop chaleureusement. Claire reconnut les deux formes de malaise. Au milieu de la soirée, un investisseur plus âgé s'approcha. « Mademoiselle Vaille, dit-il, j'ai admiré votre retenue pendant l'affaire Pierce. » Claire le regarda. « Vraiment ?» Il semble incertain. « Oui, beaucoup de gens à votre place l'auraient détruit sur le champ. Beaucoup de gens à sa place n'auraient pas bâti une entreprise qui valait la peine d'être sauvée. » L'investisseur cligna des yeux. Elle laissa la phrase en suspens, puis ajouta. « Ne confondez pas la retenue avec la douceur. C'est souvent juste une meilleure visée. » Dominic entendit cela à 1 mètre de distance et faillit s'étouffer avec sa boisson. À la fin de la nuit, moins de gens la qualifiaient de courageuse et plus de gens lui posaient des questions sur les structures de la dette. C'était une amélioration. Le premier anniversaire du divorce arriva en silence. Claire remarqua la date en signant une subvention pour le logement du personnel. Le souvenir revint. Couloir du tribunal, le regret suave de Nathaniel, la robe crème de Vanessa, Dominique sortant de l'ascenseur, le jet attendant sous la pluie. Pendant un instant, sa poitrine se serra. Puis le sentiment passa. Elle signa la subvention. Ce soir-là, elle descendit jusqu'aux falaises derrière le domaine des Vailles. La mer était d'un gris acier. Le vent tirait sur son manteau. Dominique la trouva là et lui tendit un gobelet en carton de café. « Tu t'en es souvenu, dit-elle. Je me souviens de la plupart des insultes. C'était aussi un sauvetage. » Il regarda l'eau. « Tu t'es sauvé toi-même. J'ai apporté le moyen de transport. » Cela la fit rire. C'était vrai. Le jet privé avait fait la une. Il avait créé l'image que les gens comprenaient. L'épouse rejetée quittant le tribunal dans un style de milliardaire. Mais le jet ne l'avait pas sauvé. Les mois de documentation l'avaient fait. Le paragraphe 19 l'avait fait. Son refus d'agir avant que le divorce ne soit finalisé l'avait fait. Sa décision de ne plus protéger la version de Nathaniel l'avait fait. Le jet n'était que la partie visible. Le pouvoir l'était souvent. 2 ans après le divorce, Claire présida le premier forum sur l'éthique de l'hôtellerie Vail. Elle détestait le titre, mais Dominic insista sur le fait que si elle continuait à nommer les choses simplement, les gens pourraient réellement y assister pour les bonnes raisons. Le forum rassemble des propriétaires d'hôtels, des prêteurs, des opérateurs et des représentants de family offices pour discuter de la gouvernance, du logement des travailleurs, du risque des parties liées et des dangers de la dépendance aux fondateurs. Claire ouvrit sans histoire personnelle. Au lieu de cela, elle parla du silence. Le silence bien utilisé pouvait protéger la vie privée, la dignité et le timing. Le silence exigé par quelqu'un de plus puissant protégeait généralement une mauvaise conduite. La différence comptait. Les femmes, les employés, les cadres subalternes, les assistants, les conjoints et les membres de la famille étaient souvent loués pour leur discrétion, alors que ce que les institutions voulaient vraiment, c'était une gestion des risques non rémunérés. La salle écouta. Certains parce qu'ils la respectaient, d'autres parce qu'ils craignaient Dominic. Claire accepta les deux comme point d'entrée. Pendant la session finale, une jeune avocate demanda comment savoir quand une trahison privée était devenue un problème commercial. Claire répondit sans hésitation. Quand l'argent de l'entreprise, l'accès à l'entreprise, les représentations des investisseurs, l'autorité des employés ou les divulgations de gouvernance sont touchés par la trahison, ce n'est plus privé. Les stylos bougèrent. Après le forum, une femme d'un petit groupe hôtelier approcha Claire en privé. Son beau-frère, le PDG, avait placé sa petite amie dans un rôle de fournisseur et utilisé les appartements de l'entreprise pour ses voyages. Le conseil d'administration rejeta les préoccupations comme de la jalousie familiale. La femme avait presque cessé d'insister. Claire demanda quel dossier existait.
La femme en avait beaucoup. C'était assez pour commencer. Des mois plus tard, le groupe hôtelier corrigea le problème avant un refinancement. Le PDG démissionna. L'entreprise survécut. La petite amie rendit les fonds. Les employés ne surent jamais à quel point ils avaient failli devenir des dommages collatéraux dans le droit privé d'un autre homme. La femme envoya une note à Claire par la suite. « Vous m'avez appris que le silence peut être une question de timing, pas une reddition. » Claire plaça la note dans son bureau. Le tiroir se remplit lentement de telles choses. Pas des trophées, des preuves d'utilité. Nathaniel écrivit une fois par an pendant 3 ans. La première lettre était apologétique et pleine d'apitoiement. Claire ne répondit pas. La seconde était meilleure. Il écrivit que perdre le contrôle de Pierce Meridian l'avait forcé à voir à quel point son identité dépendait du fait d'être obéi. Claire ne répondit pas. La troisième arriva après que Pierce Meridian, sous une nouvelle direction, ait réalisé une modeste acquisition et soit revenu à une croissance stable. Nathaniel n'écrivit que 4 phrases. « L'entreprise est mieux sans moi. Tu savais probablement qu'elle le serait. Je suis désolé de t'avoir qualifié d'inoffensive. Tu étais la dernière personne que j'aurais dû sous-estimer. » Claire lut la lettre dans son bureau au bord de la mer. Puis elle la plaça dans la boîte d'archives et ferma le couvercle. Certaines excuses arrivaient trop tard pour changer la relation, mais pas trop tard pour confirmer la leçon. C'était suffisant. 3 ans après le divorce, Claire visita Albany pour voir la tombe de son beau-père. Elle n'y était pas retournée depuis avant le divorce. Le cimetière était petit, vert et simple. Pas d'océan, pas de mausolée familial, pas de vieille fortune prétendant que la mort avait une architecture. Juste des rangées de pierres, des érables et le bruit de la circulation, loin derrière la clôture. Elle apporte des fleurs blanches. Son beau-père, Peter Whitmore, avait enseigné l'histoire au lycée pendant 32 ans. Il avait épousé la mère de Claire quand Claire avait 8 ans, sachant qu'elle venait avec un deuil, des fonds en fiducie et un frère qui le foudroya du regard pendant la première décennie. Peter n'essaya jamais de remplacer qui que ce soit. Il était simplement là. Déjeuner préparé, devoirs vérifiés, pneus d'hiver changés, visite d'université programmée, un amour tranquille sous forme répétée. Nathaniel l'avait un jour qualifié de provincial. Claire n'avait pas pardonné cela. Debout devant la tombe, elle raconta à Peter ce qui s'était passé. Pas tout, assez. Le divorce, Dominique, le jet, l'entreprise, la maison au bord de la mer, le projet de logement, le forum. Le fait qu'elle avait enfin appris à cesser de se faire petite pour des gens qui confondaient la simplicité avec le manque. Le vent souffla dans les feuilles d'érable. Claire déposa les fleurs. « Tu m'as donné un nom dans lequel je pouvais me reposer, » dit-elle doucement. J'ai oublié ça pendant un moment. Whitmore n'avait pas été un déguisement. C'était un abri. Vail était le pouvoir. Whitmore était la maison. Claire décida ce jour-là d'utiliser les deux. Claire Vail Whitmore. Pass Pierce. Plus jamais Pierce. Le changement légal fut simple. Le changement émotionnel prit plus de temps. Elle aimait ça. Les choses importantes le devraient souvent. La fois suivante, où elle apparut à un événement public de Vail Holdings, le programme indiquait son nom complet. Dominic le remarqua et ne dit rien jusqu'à la fin. Puis il la serra maladroitement et fort dans ses bras. « Peter aimerait ça, dit-il. » Claire hocha la tête. Mère aussi. Mère prétendrait que c'était son idée. Probablement. Ils rirent ensemble, et la vieille douleur devint chaude au lieu d'être vive. Des années plus tard, les gens racontaient encore l'histoire de manière incorrecte. Ils disaient que Claire avait été abandonnée au tribunal et sauvée par le jet d'un milliardaire. Ils disaient que son ex-mari avait découvert trop tard qu'elle était secrètement une héritière. Ils disaient que Dominic Vail avait détruit Nathaniel Pierce pour avoir blessé sa sœur. Ils aimaient les pièces visibles, le tribunal, la maîtresse, le financement gelé, le jet privé fendant la pluie. Claire ne corrigeait plus chaque version. Les histoires se simplifiaient en public. C'était leur mauvaise habitude. La vérité était plus silencieuse. Le divorce fut prononcé en silence parce que Claire choisit le silence jusqu'à ce que la loi soit claire. Le jet vint parce que son frère l'aimait et aimait aussi mettre les hommes arrogants, mal à l'aise. Nathaniel s'effondra parce que son entreprise reposait sur des représentations qu'il n'avait pas respectées. Vanessa tomba parce que la proximité n'était pas le pouvoir. Claire s'éleva non pas parce qu'elle était secrètement riche,
mais parce qu'elle cessa enfin de protéger un homme des conséquences de trop peu en savoir sur elle. Par un après-midi d'automne clair, Claire se tenait de nouveau sur le tarmac de Teterboro. Cette fois, elle ne quittait pas un tribunal. Elle embarquait sur un vol pour inspecter un projet de logement pour travailleurs près d'un complexe Vail au Colorado. Dominique était en retard comme d'habitude. Madame Bell avait préparé de la nourriture comme si le vol traversait un océan. Claire portait un pantalon, un manteau bleu marine et le bracelet en émeraude qui avait appartenu à sa mère. Une jeune analyste de Vail Holdings se tenait à côté d'elle, nerveuse pour sa première visite de site. « Mademoiselle Vail Whitmore », dit l'analyste, puis elle hésita. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Oui. »« Aviez-vous peur ce jour-là, quand tout a commencé ?» Claire regarda le jet. La pluie était tombée ce jour-là. Aujourd'hui, le soleil brillait le long de l'aile. « Oui ?» L'analyste parut surprise. Peut-être parce qu'on s'attendait souvent à ce que les femmes puissantes effacent la peur de leur histoire. Claire continua. Mais la peur n'est pas toujours un avertissement pour s'arrêter. Parfois, c'est juste votre corps qui réalise que l'ancienne vie est terminée avant que votre esprit ne rattrape son retard. L'analyste nota cela sur son téléphone. Claire sourit faiblement. La voiture de Dominique arriva enfin. Il sortit déjà au téléphone, s'excusant d'un geste de la main. Claire leva les yeux au ciel et se dirigea vers l'escalier. Le jet attendait. Pas comme un sauvetage cette fois, comme un moyen de transport. C'était la différence. Quand Claire embarqua, elle ne regarda pas en arrière vers le terminal. Elle avait du travail devant elle, des dossiers à lire, des gens à rencontrer, des pièces où entrer avec son nom complet et sans permission empruntée. Le divorce avait été prononcé en silence. Mais sa vie après ne fut pas silencieuse du tout. Elle parlait en subventions signées, en divulgation corrigée, en logement ouvert, en employés protégés, en investissement prudent, et en porte qui ne se fermait plus sur des femmes à qui l'on disait de disparaître poliment. Si quelqu'un se demandait encore pourquoi le jet privé d'un milliardaire était venu la chercher ce matin-là, la réponse était simple. Il n'est pas venu pour rendre Claire puissante. Il est venu parce qu'elle avait enfin décidé d'arrêter de cacher qu'elle l'était déjà. Le premier hiver après le divorce apprit à Claire la différence entre le sauvetage et la guérison. Le sauvetage était spectaculaire. Il y avait un jet, un frère en manteau noir, des téléphones sonnant dans un couloir de tribunal, et un homme réalisant enfin qu'il avait mal jugé la femme qu'il avait méprisée. La guérison était plus silencieuse et beaucoup moins flatteuse. C'était se réveiller à 4 heures du matin, dans l'aile est du domaine des Vail, sans personne à ses côtés, et tendre quand même la main vers le côté du lit où Nathaniel dormait. C'était ouvrir un placard et trouver le manteau gris qu'elle avait porté au tribunal. C'était signer des documents sous son nom complet et se sentir puissante à midi, puis pleurer à minuit parce que le pouvoir n'effaçait pas les années passées à supplier silencieusement d'être valorisé. Dominique détestait ne pas pouvoir réparer cette partie. Il essaya avec la logistique, une nouvelle sécurité, de nouveaux assistants, une thérapeute dont il raccourcit miraculeusement la liste d'attente, une réunion du personnel où tout le monde reçut l'ordre de ne jamais prononcer le nom de Nathaniel, à moins que Claire ne le fasse en premier, un examen complet de chaque document de fiducie la concernant. Un amour pratique livré dans des dossiers et des réservations de calendrier. Claire l'apprécia. Elle lui dit aussi d'arrêter d'essayer de gérer le deuil comme une acquisition hostile. Il accepta mal la critique, puis s'améliora. Sa thérapeute, la docteure Helena Ford, ne s'intéressait pas à l'histoire du jet privé. Lors de leur première séance, elle écouta les grandes lignes, posa 3 questions sur le sommeil, puis demanda à Claire, quand elle avait appris pour la première fois qu'être facile à sous-estimer semblait plus sûr que d'être pleinement vu. Claire faillit partir. Au lieu de cela, elle resta. Ce fut un autre tournant, moins brutal que le tribunal, moins satisfaisant que le gel du financement, mais plus profond. Le renversement public avait montré à Nathaniel qui elle était. La thérapie commença à montrer à Claire pourquoi elle avait caché tant d'elle-même à un homme qui n'avait jamais mérité cette protection. Elle s'était dit qu'elle voulait un amour ordinaire. C'était vrai. Mais quelque part en chemin, ordinaire était devenu petit. Elle minimisait sa famille, parce qu'elle ne voulait pas être aimée pour son argent. Elle minimisait ses compétences financières, parce qu'elle ne voulait pas que Nathaniel se sente mise au défi. Elle acceptait sa version d'elle comme douce, solidaire,
non technique, socialement utile et émotionnellement gérable, parce que le corriger à chaque fois lui donnait l'impression de demander à être moins aimé. La tragédie était qu'il l'aimait moins de toute façon. Pas parce qu'elle était trop. Parce qu'il préférait la version qui n'exigeait rien de difficile de sa part. Claire écrivit cette phrase dans un carnet et la souligna une fois. L'examen de l'entreprise Pierce Meridian se poursuivit tout l'hiver. Il devint plus grand que l'acquisition du Meridian Grand. Une fois que le comité spécial commença à tirer les fils, le tissu céda à plusieurs endroits. Nathaniel n'avait pas volé de manière extravagante ou imprudente. Cela aurait été plus facile à expliquer. Sa mauvaise conduite était plus civilisée. Des factures de conseils vagues, des faveurs personnelles cachées sous le développement stratégique, des introductions déformées en relations générées par l'entreprise, des primes discrétionnaires utilisées pour récompenser la loyauté plutôt que la performance. Le système s'était plié autour de lui parce qu'il faisait passer la soumission pour de l'urgence. Les dossiers de Vanessa aidèrent. Ils la blessèrent aussi. Sa coopération révéla qu'elle avait été à la fois participante et future victime. Nathaniel lui avait promis un titre de vice-présidente après l'acquisition du Meridian Grand. Il lui avait laissé croire qu'elle passerait d'assistante à partenaire dans tout ce qui comptait. Pourtant, dans ses notes privées au président du conseil, il la décrivait comme un soutien administratif sans autorité stratégique. Claire lut cette ligne sans plaisir. Vanessa avait aidé à l'humilier. Vanessa s'était tenue au tribunal en crème, la main sur la manche de Nathaniel, goûtant à la victoire. Vanessa avait accepté l'argent, l'accès, le logement et le frisson de remplacer l'épouse qu'elle pensait faible. Mais Nathaniel s'était préparé à l'effacer. Elle aussi. Cela n'absolvait pas Vanessa. Cela expliquait la rapidité de sa coopération. En février, Vanessa demanda une réunion avec Claire. Amara le déconseilla. Dominique dit absolument non. La docteure Ford demanda ce que Claire espérait y gagner. Cette question était plus difficile à répondre. Claire ne voulait pas d'excuses. Elle ne faisait pas confiance à la tristesse de Vanessa. Elle n'avait pas besoin de plus de preuves. Ce qu'elle voulait peut-être, c'était voir la femme sans Nathaniel entre elles. La réunion eut lieu dans une salle de conférence au bureau d'Amara. Murs de verre, avis d'enregistrement, avocat à proximité. Pas de café, car Amara croyait que les boissons donnaient aux gens quelque chose derrière quoi se cacher. Vanessa arriva dans un simple tailleur noir, pas de robe crème, pas de triomphe doux du tribunal. Ses cheveux étaient tirés en arrière, et il y avait de légères ombres sous ses yeux. Elle paraissait plus âgée que dans le souvenir de Claire, bien que seuls quelques mois se soient écoulés. Claire s'assit avant que Vanessa n'entre. Ce petit détail comptait pour elle. Vanessa dit qu'elle était désolée. Claire écouta. Les excuses n'étaient pas belles. Elles venaient par morceaux. Vanessa dit qu'elle avait cru Nathaniel quand il prétendait que le mariage était vide depuis des années. Elle dit qu'elle savait que Claire était traitée injustement, mais elle s'était convaincue que l'injustice n'était pas sa responsabilité. Elle admit avoir apprécié le sentiment d'être choisie. Elle admit que la robe du tribunal avait été délibérée. C'était la première chose que Claire crut entièrement. Vanessa avait porté du crème parce que c'était presque nuptial, presque victorieux, presque assez cruel pour dire ce que Nathaniel voulait encore cacher, derrière un déni plausible. Claire posa une question. Que pensait Vanessa qu'il lui arriverait après que Nathaniel n'ait plus besoin de la performance? Vanessa baissa les yeux. Le silence répondit. Elle n'y avait pas pensé aussi loin, ou elle l'avait fait, et elle avait cru qu'être utile deviendrait être aimé. Claire reconnut l'erreur sous un autre angle. Vanessa tendit une dernière enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des copies de messages anciens montrant que Nathaniel savait que les premières introductions d'investisseurs de Claire étaient venues par des contacts liés à Vail, bien qu'il ne sache pas pourquoi ces contacts avaient pris ses appels. Il avait plaisanté en disant que les vieux fantômes de la famille de Claire étaient plus utiles que prévu. Il en avait su assez pour exploiter le mystère, pas assez pour le respecter. Claire ferma l'enveloppe. Les yeux de Vanessa se remplirent. Claire ne la réconforta pas. Elle dit une chose avant de partir. Si un homme a besoin de diminuer une autre femme pour que tu te sentes choisi, alors tu n'es pas choisi. Tu es positionné. Le visage de Vanessa se décomposa. Claire sortit avant que les larmes ne puissent demander un rôle dans la pièce. En Mars, Pierce Meridian avait une nouvelle PDG. Son nom était Leona Grant, une ancienne cadre des opérations hôtelières,
avec la réputation de dire aux fondateurs exactement où leur projection devenait fictive. Elle accepta le poste sous 3 conditions. Nathaniel n'aurait aucune autorité opérationnelle. Le conseil ajouterait 2 administrateurs indépendants, et l'entreprise cesserait d'utiliser un langage relationnel dans les documents d'acquisition, à moins que la relation n'ait un contrat signé derrière elle. Claire l'apprécia immédiatement. Dominic l'apprécia après qu'elle lui ait dit que Vail Holdings n'était pas un héros dans l'histoire, simplement la première source de capital avec assez de levier pour agir. Elle est impolie, dit Dominic par la suite. Elle est précise. Je peux admirer les deux. Sous Leona, Pierce Meridian cessa de courir après l'acquisition trophée du Meridian Grand et se concentra sur des contrats de technologie hôtelière plus petits, moins glamour, plus rentables. Les employés qui avaient passé des mois à craindre des licenciements commencèrent à respirer à nouveau. Le directeur financier resta. Le chef de produit resta. 2 cadres qui avaient bâti leur carrière en disant oui à Nathaniel démissionnèrent. L'entreprise survécut. Nathaniel détestait qu'elle survive sans lui. Claire le sut parce que sa 2e lettre le disait entre les lignes. Il écrivit que regarder Leona diriger Pierce Meridian était comme regarder un étranger vivre dans sa maison. Il écrivit que le conseil avait surcorrigé. Il écrivit qu'il acceptait la responsabilité, mais croyait toujours que Claire et Dominic étaient allés trop loin. Il écrivit que la femme que Claire avait été avant tout cela lui manquait. Claire cessa de lire à cette phrase. La femme qu'elle avait été avant tout cela. Elle ne lui manquait pas. L'arrangement lui manquait. L'épouse silencieuse qui faisait des introductions sans demander de crédit. La femme dont le nom ordinaire le faisait se sentir supérieur. La personne qui écoutait, adoucissait et pardonnait avant qu'il n'ait à réparer. Claire plaça la lettre inachevée dans la boîte d'archives. Certains documents ne méritaient pas un examen complet. En avril, Claire retourna à l'appartement qu'elle avait reçu dans l'accord de divorce. C'était un 2 pièces dans un immeuble d'avant-guerre que Nathaniel avait qualifié de charmant, sur un ton qui signifiait inadéquat. Elle n'y avait pas emménagé. Les pièces étaient poussiéreuses. Le réfrigérateur était vide. Le soleil entrait par les fenêtres en longues barres pâles. Dominic avait proposé de le vendre, de le rénover ou de faire éclater accidentellement une canalisation pour que l'assurance gère l'inconvénient émotionnel. Claire le garda, pas pour y vivre, pour le comprendre. Elle parcourut chaque pièce lentement. Les parquets rayés, la cuisine étroite, la chambre donnant sur un mur de briques. L'appartement n'était pas grandiose, mais il n'était pas honteux. Nathaniel l'avait présenté comme la preuve de ce qu'elle méritait sans lui. Une vie réduite, une vie plus petite, un endroit qu'elle serait reconnaissante de fuir s'il la rappelait un jour. Claire se tint dans le salon et vit autre chose. Un bureau d'aide juridique. Pas immédiatement. Le bâtiment nécessitait des approbations. L'agencement avait besoin de travail. La fiducie pouvait financer de meilleurs emplacements. Mais cet appartement, offert comme un lot de consolation, pouvait devenir un endroit où les femmes quittant des conjoints financièrement puissants recevaient une aide pratique. Examen de documents, planification d'urgence, référence de logement, comptabilité judiciaire, conseil en matière de garde. Amara adora l'idée. Dominic demanda si transformer les restes du divorce en une clinique juridique était émotionnellement sain. La Dr. Ford dit que cela dépendait si Claire construisait à partir de la paix ou de l'obsession. Claire réfléchit à cela pendant 1 semaine, puis elle approuva le projet. La suite d'accès juridique Whitmore ouvrit 6 mois plus tard. Elle la nomma d'après Peter Whitmore, pas elle-même, et plaça une petite plaque près de la porte. Pour ceux qui ont besoin de dossiers, d'un abri et de quelqu'un qui croit aux parties silencieuses. La première cliente était une infirmière dont le mari avait caché des dettes conjugales derrière des sociétés écrans. La deuxième était une propriétaire de restaurant dont le conjoint essayait de forcer un accord avant la divulgation des actifs. La troisième était une assistante de direction qui avait été pressée de mentir sur les voyages d'un PDG avec sa maîtresse. Claire lisait les rapports mensuels. Chacun faisait mal. Chacun confirmait que l'endroit était nécessaire. C'est ainsi que la guérison s'étendit. Non pas en effaçant la blessure originelle, mais en refusant de la laisser rester seulement la sienne. L'été apporta la retraite annuelle de Vail Holdings. Claire l'avait évité pendant des années pendant son mariage, parce que Nathaniel n'aimait pas être entouré de gens qui lui donnaient l'impression d'être arrivé tard au pouvoir.
Cette fois, elle y assista en tant que présidente du nouveau comité d'éthique de l'hôtellerie. La retraite eut lieu dans un hôtel côtier, restauré dans le Maine. Pas de salle de bal scintillante, pas de photographes mondains, juste des investisseurs, des opérateurs, du personnel de Family Office et assez de homards pour rendre Dominique méfiant. Claire dirigea une session sur l'influence cachée dans le financement des acquisitions. Elle ne mentionna pas Nathaniel par son nom. Elle n'en avait pas besoin. Elle guida la salle à travers une entreprise hypothétique où l'épouse du fondateur faisait les premières introductions. Une assistante recevait des avantages non divulgués, une acquisition majeure reposait sur un capital silencieux, et le conseil ne parvenait pas à cartographier le pouvoir informel. Elle demanda aux participants d'identifier les points de risque. Au début, les gens nommèrent les plus évidents: relations non divulguées, mauvaise classification des dépenses, manquement à la surveillance du conseil. Puis une jeune associée leva la main et dit que la contribution de l'épouse était aussi un risque si l'entreprise en bénéficiait tout en l'effaçant, car la dépendance informelle sans reconnaissance pouvait fausser les divulgations et les attentes en matière de gouvernance. Claire sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. « Exactement, dit-elle. La salle le nota. C'était la première fois qu'elle entendait sa propre effacement être nommé comme un problème de gouvernance par quelqu'un qui n'avait jamais rencontré Nathaniel. Après la session, Dominique la trouva sur le porche surplombant l'eau. Tu avais l'air satisfaite. Quelqu'un a vu la partie silencieuse. Tu les y as amenés. Claire regarda les mouettes tourner au-dessus de la baie. Peut-être. Dominique s'appuya contre la balustrade. Tu sais, quand je suis venu au tribunal, je voulais qu'il voie le jet. Je sais, je voulais qu'il se sente petit. Je sais ça aussi. Mais je pense que la partie qui l'a vraiment blessé n'était pas le jet. Claire le regarda. Dominique continua. C'était de réaliser que tu avais une vie dans laquelle il n'avait jamais été invité parce qu'il n'avait jamais pris la peine de frapper. Claire regarda de nouveau l'eau. C'était vrai. Le jet n'était que du métal. Le vrai renversement était intérieur. Nathaniel pensait avoir retiré Claire de son monde. Au lieu de cela, il découvrit qu'il n'avait jamais compris le sien. En automne, Nathaniel donna sa première interview publique après avoir quitté Pierce Meridian. Claire ne la regarda pas en direct. Dominique le fit, puis l'appela avec une voix pleine d'irritation réticente. « Il ne s'est pas déshonoré. Cela semble décevant pour toi. » Profondément. Nathaniel avait parlé de l'ego du fondateur, des échecs de gouvernance et du danger de construire une entreprise autour d'une mythologie personnelle. Il ne mentionna pas le nom de Claire. Il ne mentionna pas Vanessa. Lorsqu'on lui demanda si la perte de l'acquisition du Meridian Grand était injuste, il dit non. Il dit que l'examen avait exposé des faiblesses qu'il avait créées et que d'autres avaient été forcés de corriger. Claire regarda le clip plus tard. Il avait l'air plus âgé, moins poli, plus prudent. Elle ne ressentit aucun désir de l'appeler. Elle ne ressentit aucun désir de le punir davantage. C'est ainsi qu'elle sut qu'une certaine porte s'était fermée, pas verrouillée dans la colère. Simplement fermée parce qu'il n'y avait plus rien à l'intérieur dont elle avait besoin. Le deuxième anniversaire du divorce arriva pendant une tempête. La pluie frappait les fenêtres du domaine des Weil toute la matinée. Claire annula une visite de site et travailla depuis la bibliothèque de sa mère. Le feu était allumé. Des rapports couvraient la table. Madame Bell apporta de la soupe et dit à Claire qu'elle avait l'air trop mince, ce qui était la façon de Madame Bell de dire qu'elle était aimée. À midi, Claire ouvrit le tiroir où elle gardait les notes de la suite d'accès juridique. Il y en avait des dizaines maintenant. « Merci de m'avoir aidé à comprendre l'accord. Merci d'avoir trouvé le compte. Merci de m'avoir cru avant que j'aie des preuves. Merci d'avoir demandé ce que je voulais, pas seulement ce que je pouvais survivre. » Claire lut cette dernière 2 fois. Ce que je voulais, pas seulement ce que je pouvais survivre. Pendant le mariage, la survie s'était souvent déguisée en maturité. Ne pas réagir, ne pas trop en demander, ne pas l'embarrasser, ne pas mettre sa mère mal à l'aise, ne pas défier Vanessa en public, ne pas transformer la suspicion en conflit, ne pas risquer la vie que vous avez construite. Mais une vie construite autour du fait de ne pas risquer l'inconfort n'était pas la sécurité. C'était le confinement. Claire ferma le tiroir. Cet après-midi-là, elle appela Amara et prolongea le financement de la clinique pour 3 années supplémentaires. Pas de gala, pas d'annonce, juste l'argent, le personnel et les portes. En décembre,
Leona invita Claire à visiter le nouveau bureau de Pierce Meridian. Claire faillit refuser. Elle n'avait aucun attachement sentimental à l'entreprise. Pourtant, Vail Holdings restait un prêteur, et l'entreprise avait satisfait à toutes les exigences de gouvernance pendant 2 trimestres consécutifs. Elle y alla parce que l'éviter donnerait au passé plus de pouvoir qu'il n'en méritait. Le nouveau bureau était plus petit que l'ancien siège de Nathaniel. Moins de murs de verre, plus d'espace de travail partagé, un étage de support client avec des bureaux debout et des superviseurs réellement présents. Le bureau de Leona était modeste et la plus grande salle de conférence portait le nom de l'équipe produit, pas du fondateur. Claire le remarqua immédiatement. Pendant la visite, un chef de projet expliqua comment le logiciel de Pierce Meridian servait désormais des hôtels indépendants au lieu de courir après des acquisitions trophées. Les revenus étaient moins glamour, mais plus stables. Les employés semblaient occupés, pas effrayés. Vers la fin, ils passèrent devant un mur affichant l'histoire de l'entreprise. Nathaniel apparaissait sur la première photo, comme il le devait. Fondateur, première équipe, premier bureau. Mais l'affichage allait rapidement au-delà de lui. Lancement de produits, équipe client, restructuration, nouvelle direction, récompense des employés. Il faisait partie de l'histoire, pas de toute l'histoire. Cela semblait juste. Leona raccompagna Claire à l'ascenseur par la suite. Je sais que ce n'était pas facile. Claire regarda à travers la vitre le bureau. C'était plus facile que je ne le pensais. Bien. Tu as sauvé plus que moi. Leona secoua la tête. Tu as mis l'argent en pause. Cela a donné autant à la vérité d'arriver. Claire emporta cette phrase avec elle. La vérité avait souvent besoin de temps. Le silence, bien utilisé, pouvait l'acheter. C'est ce que Nathaniel n'avait jamais compris. La 3e année après le divorce, Claire organisa un petit dîner au domaine des Vail pour le personnel de la suite d'accès juridique. Amara vint. Dominique arriva en retard et prétendit avoir été retenu par un appel. Madame Bell supervisa la cuisine comme si nourrir des avocats était un devoir national. Pendant le dîner, l'une des jeunes avocates demanda à Claire si elle regrettait de ne pas avoir tout exposé publiquement d'un coup. Claire réfléchit à la question. Une exposition publique aurait été satisfaisante. Cela aurait pu faire une histoire plus percutante. L'épouse rejetée révélant sa lignée de milliardaires, la maîtresse déshonorée, l'ex-mari ruiné à l'aube. Les gens auraient applaudi, l'auraient consommé et seraient passés à autre chose. Mais le chemin plus lent avait préservé le levier. Il avait protégé les employés. Il avait construit un dossier plus propre. Il avait permis à la clinique, au forum et au travail de gouvernance de se développer à partir de faits plutôt que de spectacles. Non, dit Claire. Il y a une différence entre être entendu et être consommé. La table se tut. Amara leva légèrement son verre. Dominique avait l'air fier de la manière irritante des frères aînés. Claire le laissa faire. Un matin de printemps clair, Claire prit un vol commercial pour Chicago pour une conférence. Dominique était consternée. Elle l'ignora. À l'aéroport, faisant la queue à la sécurité avec un sac d'ordinateur et un café, elle se sentit étrangement satisfaite. Pas de terminal privé, pas de SUV noir, pas de sauvetage spectaculaire, juste une autre voyageuse enlevant ses chaussures, répondant à des emails, se déplaçant dans le monde, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit par la distance. Dans l'avion, une femme assise à côté d'elle la reconnut d'un article sur la suite d'accès juridique Whitmore. La femme hésita, puis dit doucement que la clinique avait aidé sa sœur. Claire la remercia de le lui avoir dit. La femme demanda si l'histoire du jet privé était vraie. Claire sourit. En partie. Seulement en partie, le jet était réel. Ce n'était pas le sauvetage. La femme sembla comprendre. Elle hocha la tête et retourna à son livre. Claire regarda par le hublot alors que l'avion entrait dans les nuages. Pour une fois, elle était heureuse d'être parmi des étrangers. Cela lui rappelait que le pouvoir n'avait pas toujours besoin de s'annoncer. Parfois, il faisait la queue, portait son propre sac et savait exactement ce qu'il pouvait faire si nécessaire. À la conférence de Chicago, Claire parla de la coercition financière post-divorce et du chevauchement avec les affaires. Elle expliqua comment les accords matrimoniaux pouvaient croiser des risques d'entreprises non divulgués, comment les clauses de confidentialité pouvaient être utilisées à mauvais escient et pourquoi les exceptions pour fraude et fausses déclarations comptaient. Plusieurs avocats prirent des notes furieuses. Après,
Un juge la remercia d'avoir discuté de la question sans la transformer en mélodrame. Claire rit doucement. « J'ai eu assez de mélodrame pour une vie. » Ce n'était pas entièrement vrai. La vie en avait toujours plus. Mais elle ne confondait plus le drame avec le sens. Au 4e anniversaire du divorce, l'ancien titre avait perdu son piquant. Le divorce fut prononcé en silence jusqu'à ce que le jet privé d'un milliardaire vienne la chercher. Il apparaissait encore occasionnellement dans les vignettes de vidéos et les rétrospectives de potins. L'image était trop tentante pour mourir. Claire l'accepta. Les gens aimaient les symboles. Et un jet était plus facile à comprendre que le paragraphe 19, les déclencheurs de gouvernance et des années de minimisation émotionnelle. Parfois, quand elle était d'humeur généreuse, elle admettait que le symbole avait de la valeur. Une femme quitte le tribunal sans rien d'invisible. Une porte s'ouvre. Le monde qu'on lui avait dit n'existait pas arrive pour elle. Il y avait des mythes pires. Mais Claire préférait la vraie fin. Pas le jet s'élevant à travers la pluie. Pas le téléphone de Nathaniel sonnant. Pas Vanessa réalisant que le crème n'était pas la victoire. La vraie fin arriva un soir ordinaire à Newport, quand Claire ferma son bureau, traversa la maison et entendit des rires de la cuisine. Dominique se disputait avec Madame Bell pour savoir si les milliardaires pouvaient être interdits de grignoter avant le dîner. Amara était passée avec des dossiers et avait été forcée de rester pour la soupe. Une jeune avocate de la clinique était en haut-parleur, posant des questions sur un dépôt d'urgence. La maison était occupée, utile, vivante. Claire se tint dans l'embrasure de la porte, inaperçue un instant. Personne là-bas n'avait besoin qu'elle soit inoffensive. Personne là-bas n'avait besoin qu'elle disparaisse poliment. Personne là-bas ne confondait son silence avec le vide. Madame Bell la vit et pointa une cuillère. « Toi, mange. » Claire sourit et entra dans la pièce. C'était la maison. Pas le jet, pas le domaine, pas le nom. La maison était la pièce où son moi entier pouvait entrer sans se rétrécir. Et après tout, c'était le seul luxe qu'elle considérait encore comme non négociable. La première fois que Claire parla publiquement après le divorce, elle ne mentionna pas Nathaniel. L'invitation venait d'une conférence privée pour les family offices et les prêteurs hôteliers. Dominic voulait qu'elle refuse parce qu'il n'aimait pas l'organisateur. Amara voulait qu'elle accepte parce que le sujet du panel était l'abus de la confidentialité dans les litiges commerciaux. La Dr Ford demanda si Claire voulait parler ou voulait prouver qu'elle le pouvait. Cette question ennuya Claire pendant 3 jours. Puis elle accepta parce que la réponse devint claire. Elle voulait parler. La conférence eut lieu dans une salle de bal sobre à Boston, tout en bois pâle, fleurs basses et des gens qui traitaient les badges comme des rapports de renseignement. Claire portait un tailleur vert foncé et le bracelet en émeraude de sa mère. Le programme l'indiquait comme Claire Vail Whitmore, présidente de l'éthique de l'hôtellerie Vail et fondatrice de la suite d'accès juridique Whitmore. Pas l'ex-femme de Nathaniel, pas la femme du titre du jet. Son propre nom prenait assez de place. Quand elle monta sur le podium, la salle se tut rapidement. Certains la connaissaient par Vail Holdings, d'autres connaissaient les potins. Quelques-uns avaient probablement aidé à les faire circuler. Claire vit la curiosité, le calcul, la fin d'une anecdote personnelle qui pourrait être répétée plus tard autour d'un cocktail. Elle leur donna une clause de contrat à la place. Paragraphe 19. Elle expliqua comment les clauses de confidentialité dans les accords de divorce et les séparations d'entreprises pouvaient protéger la vie privée, mais pouvaient aussi être rédigées pour supprimer des preuves de fraude, d'enchevêtrements financiers non divulgués ou de fausses déclarations importantes. Elle expliqua comment les exceptions devaient être rédigées. Elle décrivit comment le timing comptait lorsque le statut personnel et l'exposition commerciale se chevauchaient. Elle montra, sans nommer Pierce Meridian, comment un participant au capital silencieux pouvait suspendre le financement lorsque les déclencheurs de gouvernance étaient activés après la séparation légale. La salle cessa d'attendre le scandale et commença à prendre des notes. Cela lui plut plus que des applaudissements. Pendant les questions, un homme d'une société de capital investissement demanda si elle craignait que de telles exceptions puissent être utilisées comme des armes par des conjoints en colère. Claire le regarda. La question n'était pas stupide, elle n'était pas non plus innocente. Toute clause peut être abusée, dit-elle. C'est pourquoi les preuves comptaient, le timing comptait, l'examen indépendant comptait. Mais la peur qu'une femme utilise mal des preuves ne devrait pas devenir une raison de rédiger des accords qui protègent les hommes qui les cachent. Le modérateur passa rapidement à la question suivante. Après,
3 femmes et un très jeune homme l'approchèrent séparément. Chacun avait une version de la même histoire. Un accord conclu trop rapidement. La petite amie d'un fondateur payé par le biais du conseil. Un conjoint pressé de signer avant que l'évaluation ne change. Un membre du conseil qui disait que personne ne voulait de drame privé avant le financement. Claire leur donna à chacun la même première instruction. Préserver les dossiers. Non pas parce que les dossiers guérissaient la douleur. Parce que les dossiers empêchaient les gens de la réécrire de manière rentable. Ce soir-là, Dominique appela. « J'ai entendu dire que tu as terrifié une salle de bal. J'ai éduqué une salle de bal. Les gens utilisent des mots différents quand ils ont peur. Qui te l'a dit? 3 personnes. Avait-elle peur? L'une prétendait être éclairée. Je suppose que cela signifie effrayer avec des notes. Claire rit, et le son se propagea facilement dans sa chambre d'hôtel. La conférence changea la façon dont les gens l'approchaient. Avant, beaucoup voulaient l'histoire dramatique. Après, des gens sérieux lui apportaient des documents, des projets de clauses, des questions de gouvernance, des structures de financement, des problèmes silencieux qu'ils avaient laissés rester silencieux trop longtemps. Claire devint connue pour poser la question que personne ne voulait en premier. Qui profite si cela reste privé? La réponse était rarement flatteuse. La 4e année après le divorce, la nouvelle direction de Pierce Meridian invita Vail Holdings à envisager un partenariat de financement limité pour un portefeuille d'hôtels indépendants. Dominique voulait le rejeter par principe. Claire lut la proposition. Elle était bonne. Léona avait restructuré l'entreprise autour de clients plus petits, de contrats transparents et d'un produit qui aidait réellement les opérateurs indépendants à gérer l'occupation et la maintenance sans conditions prédatrices. Le conseil était plus propre. Les divulgations étaient ennuyeuses. Ennuyeux, Claire l'avait appris, était souvent beau. Elle accepta une réunion. Pas au bureau de Pierce Meridian. À la suite d'accès juridique Whitmore. Dominique l'accusa de faire du théâtre. Claire dit que l'emplacement était pratique. Les deux étaient vrais. Léona arriva avec son directeur financier, son avocat général et un classeur si organisé qu'Amara en parut brièvement amoureuse. Ils visitèrent d'abord la suite. La salle d'attente avait des fauteuils moelleux, des étagères de guide en langage simple et des salles privées nommées non pas d'après des donateurs, mais d'après des verbes. Examiner, planifier, abriter, commencer. Léona s'arrêta devant la salle intitulée « Commencer ». C'était une partie de l'accord? L'appartement l'était. Et vous l'avez transformé en ça? Il semblait sous-utilisé comme lot de consolation. Léona sourit. La réunion de financement dura 2 heures. Claire posa des questions sur les protections des employés, les droits de résiliation des clients, la confidentialité des données et si un conseiller informel avait accès au plan d'acquisition. Léona répondit sans offense. Cela seul la séparait de Nathaniel plus nettement que n'importe quelle déclaration publique ne l'avait fait. Vail Holdings approuva une petite facilité 6 semaines plus tard. La nouvelle ne fit pas les pages des potins. Claire préférait ça. Les affaires n'avaient pas besoin de devenir un spectacle simplement parce que la douleur les avait un jour touchées. Nathaniel entendit parler du financement de toute façon. Sa 4e lettre arriva 2 jours après l'annonce. Elle était courte. Il écrivit qu'il s'attendait à ce que la nouvelle le mette en rage, mais qu'au lieu de cela, elle lui avait fait comprendre que la colère de Claire n'avait jamais été la raison pour laquelle il avait perdu l'entreprise. Si cela avait été de la colère, elle aurait laissé Pierce Meridian mourir. Le fait qu'elle puisse le soutenir sous une meilleure direction prouvait que le problème avait toujours été lui. Claire lut la lettre 2 fois, puis elle la plaça dans la boîte d'archives. Celle-là, elle la garda, non pas parce qu'elle importait pour son avenir, parce qu'elle correspondait enfin au dossier. Vanessa réapparut une fois de plus, pas en personne, mais dans un dossier. La suite d'accès juridique Whitmore reçut une référence d'une femme de Miami dont le partenaire l'avait utilisée comme consultante désignée, tout en gardant toute autorité réelle informelle et toute responsabilité signée. La note de référence venait de Vanessa Lane, travaillant maintenant pour une entreprise de formation à la conformité après plusieurs années tranquilles. Elle avait envoyé la femme à la clinique de Claire et inclus une note à Amara. « Ils vous croiront plus vite qu'ils ne m'ont cru. S'il vous plaît, aidez-la avant qu'elle ne signe. » Amara transmit la note à Claire. Claire resta assise avec pendant un moment. Les gens changeaient de manière inégale, certains par remords, certains par survie, certains parce que la structure qui récompensait leur pire comportement s'effondrait,
et qu'une meilleure devenait le seul chemin restant. Claire n'avait pas besoin de pardonner à Vanessa pour accepter la référence. La clinique aida la femme à défaire l'arrangement avant que la dette ne soit attachée à son nom. C'était suffisant. Le 5e anniversaire du divorce coïncida avec l'ouverture du premier complexe de logement pour travailleurs achevés, financé par l'initiative Vail Whitmore. Il se trouvait derrière un hôtel côtier dans le Maine, pas glamour mais digne. Des chambres lumineuses, de vraies cuisines, une buanderie partagée, un espace de garde d'enfants et un chemin de navette avec un éclairage adéquat. Claire assista à l'ouverture en imperméable et chaussures pratiques. Pas de coupe de ruban. Les travailleurs avaient demandé un petit déjeuner à la place. Il y eut donc un petit déjeuner. Œufs, café, fruits, pâtisserie et une longue table où les directeurs et les femmes de ménage s'assirent ensemble parce que Claire avait insisté pour qu'il n'y ait pas de place réservée aux sponsors. Un agent d'entretien fit un court discours sur le fait de dormir toute la nuit sans entendre les tuyaux gronder. Un cuisinier saisonnier dit que ses enfants pouvaient maintenant lui rendre visite en toute sécurité. Le directeur de l'hôtel pleura et prétendit que c'était des allergies. Dominic se tenait près du fond, les bras croisés, faisant semblant de ne pas être ému. Claire lui laissa la dignité du mensonge. Après le petit déjeuner, elle visita l'un des appartements terminés. Meubles simples, fenêtres propres, un bureau près du lit, une serrure qui fonctionnait sans problème. Sur le comptoir, quelqu'un avait laissé un petit vase avec des fleurs sauvages. Claire toucha le cadre de la porte. C'est à ça, pensa-t-elle, que l'argent devrait ressembler quand il cesse de s'admirer. Sur le chemin du retour, Dominique lui demanda si elle réalisait la date. Elle le savait. « Est-ce que ça te dérange ?» Claire regarda la route mouillée. « Non. Non ? Aujourd'hui a de meilleures choses en lui. » Il hocha la tête, acceptant cela. Elle aussi. Pendant longtemps, la date avait appartenu au tribunal. Maintenant, elle appartenait à une table de petit déjeuner, à des serrures qui fonctionnaient, et à une femme disant que ses enfants pouvaient lui rendre visite. La mémoire ne disparaissait pas. Elle était en infériorité numérique. C'était mieux. La 6e année, Claire vendit enfin l'appartement que Nathaniel lui avait donné dans le divorce, mais seulement après que la suite d'accès juridique ait déménagé dans un espace permanent plus grand. Les papiers de vente indiquaient l'historique de la propriété comme un transfert résidentiel ordinaire. Aucune mention d'humiliation, aucune mention de transformation. Les registres immobiliers n'étaient pas des poètes. Avant de remettre les clés, Claire parcourut les pièces vides une dernière fois. Les murs avaient été rebouchés, là où les guides juridiques étaient autrefois accrochés. La table de conférence était partie. Les chaises d'attente avaient déménagé au nouvel emplacement. Le soleil entrait dans le salon étroit et atterrissait sur les parquets nus. Claire se souvint du premier jour où elle s'était tenue là, voyant non pas un lot de consolation, mais une porte possible. Elle posa sa main sur le rebord de la fenêtre. « Merci », dit-elle doucement. Puis elle partit. Tous les endroits qui vous sauvaient n'avaient pas besoin d'être gardés pour toujours. Certains endroits faisaient leur travail et vous libéraient. Plus tard cette année-là, une équipe de documentaristes demanda à inclure Claire dans une série sur les femmes et la richesse cachée. Le titre de l'épisode proposé incluait le jet privé. Elle refusa avant de finir l'email. Le producteur répondit en offrant le contrôle éditorial. Claire refusa de nouveau. Le producteur demanda si elle voulait que le public la méprenne pour toujours. Claire faillit répondre. Puis elle décida que la question ne méritait pas l'énergie. Être comprise par tout le monde était un autre type de piège. Nathaniel l'avait intimement mal comprise et avait utilisé cette incompréhension comme une architecture. Le remède n'était pas de passer le reste de sa vie à supplier des étrangers de bien comprendre. Les gens qui avaient besoin de la version utile la trouvaient. Les autres pouvaient garder le jet. Un soir d'été à Newport, Claire organisa un dîner pour la première promotion d'avocats formée par la suite juridique élargie. Ils étaient jeunes, vifs, fatigués et plus idéalistes qu'ils ne voulaient le paraître. Dominic vint pour les cocktails et partit avant les discours, parce qu'il prétendait que les jeunes avocats lui donnaient l'impression d'être audités. Madame Bell nourrit tout le monde comme si la défense juridique nécessitait 3 desserts. Après le dîner, l'un des boursiers demanda à Claire quelle avait été la partie la plus difficile. Pas le divorce, pas la spéculation publique, pas de regarder Nathaniel essayer de ramper par des portes qu'il avait lui-même fermées. La partie la plus difficile, dit Claire,
fut de se pardonner d'avoir attendu si longtemps. La table se tut. Elle continua. Parce que la vérité méritait d'être complète. On disait souvent aux femmes de partir au premier signe de manque de respect, par des gens qui n'avaient jamais calculé le coût émotionnel, financier, social et juridique de partir. Attendre n'était pas toujours une faiblesse. Parfois, c'était une évaluation. Parfois, c'était de l'espoir. Parfois, c'était de l'entraînement. Parfois, c'était de la peur portant les vêtements de la patience. Le but n'était pas de faire honte à l'attente. Le but était de rendre le départ plus sûr, une fois que la vérité devenait claire. Personne ne parla pendant un moment. Puis une boursière au bout de la table leva son verre. À rendre le départ plus sûr. Ils burent à cela. Claire aussi. Ce toast lui resta. La 7e année après le divorce, Claire retourna à la salle d'audience 6B. Pas pour elle-même. La suite d'accès juridique Whitmore soutenait une femme dont le mari avait caché des actifs commerciaux pendant la procédure de divorce. Claire n'avait pas besoin d'y assister. Amara pouvait s'en occuper. La cliente ne connaissait pas toute l'histoire de Claire et n'en avait pas besoin. Pourtant, Claire y alla parce qu'elle avait affaire au tribunal et parce qu'elle n'évitait plus les fantômes. Le couloir sentait la même chose. Vieux papier, cire à parquet, pluie. Pendant un instant, le temps se plia. Claire vit Nathaniel dans son costume bleu marine, Vanessa en crème, Martin Greaves avec sa mallette, Dominique sortant de l'ascenseur comme un verdict avec une meilleure coupe. Elle se vit tenant un dossier, assez silencieuse pour que tout le monde la sous-estime. Puis le présent revint. Amara se tenait à côté d'une cliente nerveuse. Les mains de la femme tremblaient. Claire s'approcha et se présenta simplement comme Claire Whitmore de la suite juridique. La femme s'excusa d'avoir peur. Claire lui dit que la peur était autorisée dans les couloirs. Puis elles entrèrent dans la salle d'audience. L'audience se passa bien. Les dossiers furent admis. Le juge ordonna une divulgation supplémentaire. La femme pleura après, non pas parce que tout était résolu, mais parce que quelqu'un en autorité avait enfin exigé que son mari réponde directement à une question. Claire regarda à quelques pas de là. Le couloir n'appartenait plus à Nathaniel. Peut-être ne l'avait-il jamais fait. Dehors du tribunal, aucun jet n'attendait. Claire avait pris un service de voiture. Dominique envoya un texto. « As-tu besoin d'une extraction spectaculaire ?» Elle répondit « Non ». Il répondit « Tragique. J'avais mis un bon manteau. » Claire rit sur les marches du tribunal. La pluie avait cessé. Le trottoir brillait. Les gens se dépêchaient, portant des dossiers qui contenaient des fins, des débuts et des choses encore indécises. Claire resta là un moment, respirant l'air ordinaire. Puis elle monta dans la voiture et retourna au travail. C'est ainsi qu'elle sut que l'histoire était vraiment devenue la sienne, non pas parce qu'elle pouvait la raconter, mais parce qu'elle pouvait traverser son décor et continuer au-delà. Ce soir-là, Claire retourna au domaine des Vailles avec un dossier du tribunal sur le siège à côté d'elle. Ce n'était pas son dossier cette fois. Il appartenait à la cliente dont le mari avait été sommé de divulguer des actifs cachés. Les papiers retourneraient au bureau d'Amara le matin. Pourtant, Claire regarda le dossier pendant le trajet et sentit son étrange symétrie. Des années plus tôt, elle avait porté un dossier hors du même tribunal et avait cru qu'il ne contenait qu'une fin. Maintenant, un autre dossier contenait un début, pour quelqu'un d'autre. Madame Bell avait laissé le dîner réchauffer dans la cuisine. Dominique était à Londres. La maison était silencieuse, à l'exception du vent contre les fenêtres. Claire mangea debout au comptoir, puis emporta du thé dans la bibliothèque de sa mère. Sur la table se trouvait un projet de rapport annuel pour les programmes d'accès Vail Whitmore. Elle avait évité d'écrire la lettre d'ouverture pendant 2 semaines. Les lettres annuelles avaient une façon de transformer le vrai travail en langage poli. Claire n'aimait pas ça. Elle n'avait aucun intérêt à habiller la peur d'autres femmes de métaphores adaptées aux donateurs. Mais le rapport avait besoin d'un début, et c'était elle qui devait l'écrire. Elle ouvrit son ordinateur portable. Pendant un moment, elle fixa la page blanche. Puis elle tapa. Le silence n'est pas toujours une reddition. Parfois, c'est une stratégie. Parfois, c'est la survie. Parfois, c'est la dernière pièce sûre qu'une personne a, avant que les dossiers, les conseils, l'argent et le courage ne puissent arriver. Elle s'arrêta. La phrase était vraie, mais incomplète. Elle continua. Le but de notre travail n'est pas de rendre le silence noble. C'est de s'assurer que personne n'est piégé à l'intérieur.
C'était la ligne. Le reste vint plus facilement après ça. Elle écrivit sur l'accès juridique, le logement des travailleurs, l'examen de la gouvernance, la divulgation financière et l'importance des portes pratiques. Elle ne mentionna pas Nathaniel. Elle ne mentionna pas Vanessa. Elle mentionna Peter Whitmore, qui avait appris à une enfant effrayée qu'un foyer tranquille pouvait être fort. Elle mentionna Eleanor Vale, qui avait laissé un pouvoir que Claire avait mis des années à revendiquer. Elle mentionna des clients, des employés, des analystes, des assistants et des conjoints anonymes qui avaient conservé des dossiers quand le fer était solitaire. Quand elle eut fini, il était presque minuit. Claire envoya le brouillon à Amara. Amara répondit 5 minutes plus tard. Cela mettra les donateurs mal à l'aise d'une manière utile. Claire sourit et ferma l'ordinateur portable. Le lendemain matin, Dominique appela de Londres. « J'ai lu la lettre annuelle. Tu n'es pas sur la liste de relecture. Je suis Dominique Weil. Ce n'est pas une catégorie de gouvernance. Ça devrait l'être. Absolument pas. » Il rit, puis devint plus silencieux. « C'est bien. Inconfortable? Très. Utile? Aussi très. » Claire accepta le compliment, parce que refuser les éloges avait autrefois été une autre façon de se cacher. Elle essayait d'arrêter de faire ça. Le rapport annuel se propagea plus loin que prévu. Pas viral, exactement. Les gens qui lisent des rapports annuels ne sont généralement pas des gens viraux. Mais les avocats le firent suivre. Les family offices le citèrent. Un juge demanda la permission de partager le paragraphe d'ouverture lors d'un programme de formation continue. Un professeur d'école de commerce demanda à Claire de parler du silence comme risque juridique et stratégie personnelle. Elle accepta l'invitation de l'école de commerce. Debout devant 80 étudiants, elle leur dit que les histoires les plus dangereuses en affaires étaient souvent celles qualifiées de privées trop rapidement. La liaison d'un fondateur pouvait être privée jusqu'à ce que l'argent de l'entreprise la paye. Un divorce pouvait être privé jusqu'à ce que des actifs cachés traversent les comptes de l'entreprise. La contribution d'un conjoint pouvait être informelle jusqu'à ce que les investisseurs s'y fient. L'influence d'une assistante pouvait être inoffensive jusqu'à ce qu'elle façonne l'accès tout en restant invisible pour le conseil. Un étudiant demanda si toutes les relations personnelles étaient des risques commerciaux. Claire dit non. Le pouvoir caché était le risque. Les relations divulguées pouvaient être gérées. L'influence non divulguée devenait un système parallèle, et les systèmes parallèles servaient toujours les gens qui savaient où se trouvaient les lumières. Les étudiants notèrent cela. Après la conférence, un jeune homme s'approcha et dit que sa mère était restée dans un mauvais mariage parce qu'elle ne comprenait pas les comptes. Il s'était lancé dans la finance à cause de cela. Il demanda comment aider sans la faire se sentir stupide. Claire lui dit de commencer par supposer qu'elle avait des raisons d'attendre. Pas des excuses, des raisons. Puis de l'aider à trouver des documents. Le conseil était simple. Ses yeux se remplirent quand même. C'est à ce moment-là que Claire comprit que son travail n'était plus seulement pour des femmes comme elle. C'était pour les filles, les fils, les assistants, les analystes, les gouvernantes, les membres du conseil, quiconque avait déjà vu le pouvoir se cacher derrière la politesse et s'était demandé si le nommer coûterait trop cher. La réponse était parfois oui. Le nommer pouvait coûter très cher. C'est pourquoi les systèmes devaient partager le coût. Le vieux jet devint une partie de la mythologie de la famille Veil d'une manière que Claire ne pouvait pas contrôler. Dominique le nomma Patience, ce que Claire considéra comme offensant. Il prétendit que c'était en l'honneur de son timing stratégique. Elle dit que c'était en l'honneur de son incapacité à attendre 8 minutes sans faire de spectacle. Le nom resta quand même. Des années après le divorce, lorsque le jet eut besoin d'être repeint, Dominique lui demanda si elle voulait que le nom soit enlevé. Claire se surprit en disant non. Patience l'avait sorti des suites du tribunal, oui, mais elle avait aussi transporté des avocats sur des sites, des spécialistes médicaux dans des complexes endommagés par la tempête, des membres de la famille à des funérailles, et une fois, une équipe d'aide juridique dans un comté rural, où un juge avait accepté des audiences d'urgence, après que des inondations aient fermé les routes. Les objets changeaient de sens par l'usage, les gens aussi. Un après-midi de décembre, Claire embarqua à bord de Patience pour un vol vers Denver. Le projet de logement pour travailleurs au Colorado s'était étendu pour devenir un modèle régional. Un journaliste serait là, mais Claire n'avait accepté que des photos des bâtiments, pas d'elle-même. En montant les marches, elle s'arrêta et posa une main sur la rampe. La pluie était tombée le jour du tribunal.
La neige tombait maintenant, légère et propre. L'hôtesse de l'air la salua par son nom complet. Mademoiselle Vail Whitmore. Claire sourit. Bonjour. À l'intérieur, elle prit le même siège près du hublot. La cabine avait été modernisée, mais l'angle de la lumière semblait familier. Elle se souvint d'être assise là, avec le dossier de divorce, les mains tremblantes. Dominique en face d'elle, lisant les premiers rapports sur l'effondrement de Nathaniel. Elle aurait aimé pouvoir dire une chose à cette version d'elle-même. Pas que tout irait bien. Cela aurait été trop simple. Elle lui dirait qu'un jour, le jet ressemblerait de nouveau à un moyen de transport. Un jour, le nom lui appartiendrait. Un jour, le silence deviendrait langage. Un jour, l'histoire aiderait des gens qu'elle n'avait pas encore rencontrés. C'était suffisant. L'avion décolla. En dessous, la piste disparut dans le temps. Claire ouvrit un dossier de projet et commença à lire. Le travail attendait, du vrai travail, du travail utile, le genre qui ne lui demandait pas d'être plus petite pour être aimée. Au moment où l'avion perça les nuages, le soleil emplit la cabine. Claire ne regarda pas en arrière. Le projet du Colorado ouvrit 6 mois plus tard. Ce n'était pas un grand complexe hôtelier. C'était une propriété de montagne, avec des problèmes pratiques et des vues honnêtes. Le personnel conduisant trop loin après les quarts de nuit, les travailleurs saisonniers partageant des chambres prévues pour la moitié moins de personnes, les directeurs essayant de résoudre des problèmes humains avec des allocations temporaires qui disparaissaient dans le loyer. Le nouveau complexe de logement ne ressemblait pas à un geste de milliardaire. Il ressemblait à une bonne planification. Des fenêtres chaudes, des allées sûres, une salle de garde d'enfants, un petit bureau de clinique juridique ouvert 2 fois par mois pour les employés qui avaient besoin d'aide pour lire des contrats, des baux ou des documents d'immigration. Claire parcourut le bâtiment avec un presse-papier, pas un appareil photo. Une jeune femme de ménage lui montra la chambre qu'elle partagerait avec sa sœur. Elle ouvrit le placard 2 fois, comme si l'espace pouvait disparaître si elle lui faisait confiance trop rapidement. Un superviseur de la maintenance remercia Claire pour l'éclairage le long du chemin depuis l'arrêt de bus. Un cuisinier demanda si la clinique juridique pouvait aider sa femme à examiner un contrat de prêt. « Oui », dit Claire. Cette réponse, simple et immédiate, lui donna plus de satisfaction que n'importe quel titre de journal ne l'avait jamais fait. Au petit déjeuner d'ouverture, personne ne mentionna Nathaniel. Personne ne mentionna le divorce. Personne ne se souciait du jet privé, sauf 2 enfants qui le virent garé à l'aéroport régional et voulurent savoir s'il y avait des collations. Dominique leur dit qu'il y avait d'excellentes collations. Claire lui dit de ne pas recruter de fans parmi les mineurs. Il dit que son public avait besoin de lui. Elle rit, et l'air de la montagne porta le son facilement. Plus tard, seule près de l'allée achevée, Claire vérifia son téléphone. Un message d'Amara attendait. Un autre client a conclu un accord. Compte caché trouvé. Elle garde la maison. Claire le lut 2 fois, puis rangea le téléphone. Il n'y avait pas de feu d'artifice, pas de musique, pas d'ex-mari s'effondrant de regret. Juste une femme gardant sa maison, une autre femme gardant une chambre sûre, des travailleurs dormant plus près de leur travail, et une porte qui se verrouillait de l'intérieur. C'est ça, pensa Claire, que le titre sur le jet n'a jamais capturé. Le but n'était pas qu'un milliardaire soit venu pour elle. Le but était ce qu'elle a fait après son arrivée. Cette nuit-là, de retour dans l'avion, Dominique s'endormit sur une pile de rapports. Claire le couvrit d'une couverture parce que les frères aînés qui contrôlaient des empires hôteliers pouvaient encore être ridicules quand ils étaient surmenés. Dehors, par le hublot, les nuages se déplaçaient, argentés sous la lune. Claire ouvrit son carnet et écrivit une dernière ligne pour elle-même. Ne jamais confondre être emporté avec être sauvé. Elle la souligna une fois, puis elle en ajouta une autre. Être sauvé, c'est ce que vous construisez quand vous arrêtez de retourner en arrière. Les mots semblaient simples, ils semblaient vrais. Quand Claire retourna à Newport, elle plaça cette page dans le tiroir avec les lettres des clients et du personnel. Le tiroir ne ressemblait plus à une archive de blessures. Il ressemblait à une carte de sortie qui était devenue des entrées. Chaque note marquait un endroit où quelqu'un était passé de la peur à la procédure, de la procédure au choix, du choix à une vie avec plus d'espace. Des années plus tôt, Nathaniel avait cru que le silence signifiait que Claire avait accepté la taille de la vie qu'il lui avait assignée. Il s'était trompé de la manière la plus simple possible.
Le silence lui avait seulement donné le temps de trouver la porte, de lire la serrure et de décider qui valait la peine d'emmener avec elle. Les matins calmes avant que les appels ne commencent, Claire marchait parfois jusqu'à la falaise derrière le domaine des Weil et regardait l'eau. Elle ne pensait pas souvent à Nathaniel là-bas. Elle pensait à Peter Whitmore préparant les déjeuners d'école, à sa mère apprenant à Dominic à se tenir droit, à Madame Bell ouvrant la porte d'entrée, à Amara écrivant le paragraphe 19, à la robe crème de Vanessa, à l'ascenseur du tribunal, aux escaliers du jet glissant de pluie. Tout cela appartenait à l'histoire. Rien de tout cela ne possédait la fin. La fin n'était pas la vengeance. La fin était une femme avec son nom complet, un travail utile, des pièces qui s'ouvraient et un silence qui ne venait plus de la peur. Et les rares jours où l'ancien titre la retrouvait, Claire ne tressaillait plus. Elle laissait les gens imaginer le jet, la pluie, l'ex-mari stupéfait, le départ spectaculaire. Ils pouvaient garder cette version s'ils avaient besoin de quelque chose de brillant et de simple. Elle gardait la plus vraie. Une ordonnance de divorce tamponnée, une clause d'exception claire, un frère qui arrivait à l'heure, et une femme qui comprenait enfin que partir tranquillement pouvait encore secouer un empire quand la vérité était prête. C'est pourquoi, chaque fois que quelqu'un la qualifiait de chanceuse, Claire souriait seulement. La chance n'avait pas lu les documents. La chance n'avait pas attendu le jugement. La chance n'avait pas construit les portes qui s'ouvrirent après. Elle l'avait fait. Et chaque fois qu'elle franchissait l'une de ces portes, elle se souvenait que les fins silencieuses pouvaient devenir un tonnerre quand une femme cessait de s'excuser pour son propre pouvoir. Cette fois, le silence lui appartenait entièrement, et il ne ressemblait plus du tout à une perte.